Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, changement de cap et après plusieurs numéros de temps additionnel, on se retrouve pour un épisode d'été un peu plus traditionnel et dans la lignée de ce qu'on a pu faire l'été dernier, à savoir on choisit un club et on va tenter de se projeter sur sa saison à venir. Et aujourd'hui, on a choisi d'évoquer Manchester City qui en mai dernier a fermé le plus gros chapitre de son histoire et s'apprête à en ouvrir un nouveau avec Enzo Maresca comme entraîneur. Et pour m'accompagner, je suis toujours avec Mathieu Montero. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut Yacine, très heureux de reprendre ce concept. Alors l'année dernière, ça nous avait pas beaucoup souri. Alors grand plaisir de faire ce podcast sur Tottenham et Thomas Frank, mais je sais pas que si on le réécoute, on passera peut-être un peu pour des arnaqueurs. Mais bon, ça Bah arrive. après, les idées étaient là quand même. Alors moi, je pense toujours que Thomas Frank est un super entraîneur, mais des Mais fois ça pareil. ne passe pas pour X ou Y raison, et des fois on n'est pas au courant de tout, c'est vrai. Mais ça avait été un plaisir de faire ce podcast l'année dernière, mais on espère que cette année on aura un peu plus de réussite. Et pourtant, tu vois, je pense que ça va être un petit peu pile ou face sur la suite de Est-ce la. que c'est pas pour ça qu'on a choisi ce club, qu'on a Et choisi City, parce qu'il y a c'est quand même pas mal de clair. choses à dire. Il y a beaucoup de matière, c'est clair. D'ailleurs, tiens, maillot du LOSC. Aujourd'hui, je mets le maillot du LOSC. Lien entre un joueur passé par le LOSC par Manchester City. Comme ça, call improvisé. Euh, il y en a un peut-être bientôt qui va faire d'ailleurs le champ direct, enfin le changement direct, et on va peut-être en parler. J'ai tout le podcast pour y réfléchir ou parce que là ça me vient pas. Ouais, parce que tu vois, quand j'ai allumé, quand on a commencé l'émission, je t'ai vu avec le maillot du LOSC et je me suis dit, quel joueur a bien pu passer par le LOSC et Manchester City? C'est une bonne question. J'en ai pas. Pour le moment, moi, j'en ai pas. C'est une Ah, bonne colle. On a tout le podcast. C'est quoi? On a tout le podcast pour y réfléchir. Et puis si on trouve pas, eh ben, les gens qui nous écoutent nous le diront en commentaire s'il y en a un. Peut-être, Peter Adewingi n'était pas passé par le. et bah je suis exactement sur sa fiche, mais Ah, j'en ai un. J'en ai un. Asimovic. Check Asimovic. Je crois qu'il était passé par City. À je l'époque, connais pas avant, monsieur. Asimovic qui avait marqué contre United au Stade de France. 1-0 en 2005. Je crois Est-ce que qu'Asimovic c'est avait joué à City. Ou pas. Milenko Asimovic? Ouais. Non. Non, il fait Lille, il fait Tottenham. Ah, C'est le seul club qui fait en Angleterre. ok. Bah, je me suis trompé. Bon, sinon, en commentaire, ça fait... Sinon, un commentaire, ouais. Ah, voilà. Pour commencer, et rentrons pour commencer, Manchester City, avant de se projeter sur la saison à venir, on va faire comme d'habitude un état des lieux et faire un bilan des deux saisons passées de Manchester City, car je pense qu'elles sont indissociables tant sur les changements au sein de l'organigramme du club, le profil des joueurs recrutés, ainsi que dans le style de jeu. Euh, En fait, j'ai l'impression que ça présageait vraiment tout ça, j'ai l'impression que ça présageait vraiment un changement profond au sein du club et une transition vers quelque chose de nouveau. Tu sais, parce qu'en fait, on a tendance à penser que c'est Guardiola qui s'est recyclé, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'une évolution des idées de Pep. C'est vraiment une profonde refonte. Et en fait, hein, on prépare le terrain pour le successeur dans le sens où tu vas davantage chercher des joueurs qui sont pas des système players, mais tu sais, des joueurs assez malléables en fonction de qui les entraîne. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je pense la même chose que toi sur le fait que sur les deux dernières saisons, sur la nomination de Hugo Viana, sur le départ notamment de Txiki Berenstein, donc qui a construit le City de Guardiola jusqu'à son départ, puis ensuite l'arrivée d'Hugo Viana. Et c'est vrai qu'on sentait dans les profils des joueurs, dans même l'achat de joueurs à des moments assez tôt dans leur carrière. Enfin, il y a souvent l'exemple de Kuzanov côté Lens, où on s'attendait pas forcément qu'il aille ou qu'il fasse Mm. la bascule entre, même en cours de saison en plus, entre Lens et City, mais il y a une prise de risque différente par rapport à certains profils. Et je suis d'accord avec toi, même surtout le choix Cherki. Hein. Moi, si on avait fait un podcast sur City l'année dernière, j'aurais dit, alors Cherki est joueur que moi personnellement je trouve extraordinaire, mais vraiment vraiment extraordinaire, et qu'il y a beaucoup de préjugés sur le joueur, sur pas mal de choses, et qui vont parfois un peu au-delà du football. Mais footballistiquement, c'est un joueur c'est un talent créatif absolument fou.
Mais dans l'idée de Guardiola, en tout cas des années la majorité de sa carrière, surtout depuis son départ de Barcelone, avec ce genre de joueur-là, est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Est-ce qu'il est capable de laisser une liberté créative à des joueurs un tel joueur dans le profil de Cherki? Et visiblement, tu vois, sur la saison, c'est pour une première saison, après, c'est reste une première saison de Cherki en première ligue, dans un contexte bien différent. Et donc, on va pas dire que c'était une saison extraordinaire, mais c'est une saison quand même très correcte. Et il y avait, tu vois, ces questions autour de la relation avec Guardiola. Il y a eu pas des frictions, mais tu vois, il y a quand même des débats. J'ai eu pas mal d'articles en Angleterre, tu vois, quand il met tu vois, notamment une de ses passes décisives en coup du foulard et tout. Guardiola était intervenu après, tu vois, en conférence de presse ou en interview d'après-match pour dire ouais mais il aurait pu faire plus simple et tout, tu vois. Et ça crée des débats sur le côté créatif et le côté des solutions que trouve Cherki, les solutions que Guardiola voudrait de la part de ses joueurs beaucoup plus simples, beaucoup plus au sol, beaucoup plus posées. Et finalement ça a plutôt bien fonctionné. Enfin ça a plutôt bien fonctionné. Cherki fait quand même une très bonne saison en Angleterre. Mais aujourd'hui tu prends Maresca. Et je pense que ça va être, on va beaucoup en parler de Maresca. On va l'évoquer forcément, ouais. Forcément, tu vois. C'est pas mon entraîneur préféré, je tiens à le dire. C'est pas un entraîneur que je tiens en haute estime, pas pour la personne, mais pour certaines déclarations et certaines choses. Et surtout, d'un point de vue du profil du coach, pour moi, il est aujourd'hui encore dans sa phase très rigide dans sa carrière d'entraîneur de première ligue assez positionnel. Et on en avait parlé, je crois, en plus la semaine dernière. Si on prend les saisons peut-être de son créatif majeur à Chelsea, qui est Cole Palmer, moi, la saison de Cole Palmer, sa meilleure saison à Chelsea, ça reste la première avec Pochettino. Et c'est pas les suivantes avec Maresca. Et c'est pour dire que sur certains joueurs qui peuvent en fait trouver des solutions autres que celles du coach, et ça peut être le genre d'entraîneur qui peut avoir du mal avec ça. On en a au Portugal avec Farioli, et avec sa relation avec Rodrigo Mora. Bon, après, on va pas toujours faire les parallèles avec le Portugal dans le podcast, mais c'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup de coachs qui, je trouve, sont souvent dans le côté en fait c'est moi le créatif, c'est moi qui vais trouver les solutions sur le terrain pour que mes joueurs les récitent, que ça soit même plus de l'automatisme, que ça soit du mécanisme par moment. Et ensuite ces genres de joueurs là qui sont capables d'être disruptifs dans cette idée là, petit à petit je les écarte ou je les mets à une position où ils vont moins s'exprimer. Et Guardiola, pour moi, alors est très positionnel et c'est le maître par rapport à ça, mais est plus intelligent que la moyenne. On en a parlé encore la semaine dernière, tu vois, un peu plus intelligent que la moyenne, et a réussi à s'adapter sur cette saison, même si City fait pas sa meilleure saison, sa plus grande saison sur la Guardiola, mais il y avait quand même une recherche des ailiers un peu plus à l'intérieur, d'un peu plus de malléabilité au milieu de terrain, d'être un peu plus dans la recherche de solutions, de mettre un peu plus en valeur Cherki. Et il a été capable de faire une saison quand même cohérente de mon point de vue, et alors qu'il était quand même nettement en fin de cycle à City. Est-ce que Maresca va être capable d'avoir cette ouverture d'esprit par rapport notamment à un profil créatif et qui est capable d'animer un jeu offensif comme les Sharky, parce que c'est un joueur qui anime une équipe en tant que tel. C'est une des grandes questions et c'est ça que j'attends de voir. Mais est-ce que Maresca était le meilleur choix pour moi pour continuer en fait ce côté un peu plus malléable et être un peu plus imprévisible que la moyenne en première ligue, qu'une équipe d'Arteta ou ce genre de choses? C'est peut-être pas le profil que j'aurais choisi, parce que Maresca, tu vois, finalement c'est l'adjoint de Guardiola d'il y a 4-5 ans en fait, qui a connu les premières saisons de Guardiola à City finalement. Mais tu vois, le temps a évolué et tu reprends l'adjoint d'il y a 4-5 ans. Est-ce que tu regardes pas un peu dans le passé, tu regardes pas un peu dans le passé au lieu de regarder un peu dans le futur? C'est une des questions que je me pose. Et je me dis, tu vois, encore une fois, pas pour faire une digression par rapport au Portugal, mais un Carlos Vicente à Braga a montré beaucoup plus de malléabilité. Alors, je dis pas que bien sûr que tu passes pas de Braga à City, mais il y a des adjoints de Guardiola qui ont été un peu plus malléables et qui se sont posés des questions que je trouve que Maresca ne s'est pas posé dans son temps à Chelsea. À Leicester, ça pouvait se comprendre. Championship et tout, tu joues tous les 3 jours, tu as une idée qui était très forte, tu respectes cette idée-là, même si milieu de saison ça a été très compliqué, mais il avait réussi à trouver quelques solutions pour ajuster et pour bien finir le championnat. Mais ensuite, à Chelsea, tu as eu des moments où quand le côté automatisme ne fonctionnait pas, tu as eu des périodes de beaucoup moins bien et tu n'as pas réussi à atteindre le niveau de compétitivité qu'un Chelsea est censé avoir avec autant de moyens dépensés quand il était là. Alors, tu as dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Maresca, justement, c'était un préambule à tout ce qu'on va évoquer, parce qu'on va forcément le présenter et donner notre avis sur le choix Maresca. Ça, on va garder pour plus tard.
mais je suis pas forcément d'accord avec toi sur certaines choses. Sur le jeu, etc., je peux te rejoindre. Mais après, sur le choix, moi, je suis plus, je pense que c'était vraiment le meilleur choix pour Manchester City, mais je te donnerai les raisons, enfin mes raisons plus tard. Le cas Cherki. Enfin, moi, je comprenais le choix de Cherki, dans le sens où aujourd'hui, au-delà du système de jeu, tous les gros clubs veulent avoir les meilleurs jeunes. Tu vois, aujourd'hui, c'est ce que le PSG a fait avec, le PSG à un moment a compris qu'ils voulaient plus se mettre à payer 200 millions pour les meilleurs joueurs, 150, etc. Donc ils se sont dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les meilleurs avant qu'ils n'explosent. Et donc ils vont chercher dans le chapeau un des meilleurs jeunes dans l'optique de les faire progresser afin de par la suite avoir une équipe très performante. Il se trouve que cette équipe très performante, elle est arrivée beaucoup plus tôt que prévu. Mais quand tu cherchais Joao Neves, quand tu cherchais Nuno Mendes, c'était avant, c'était Leonardo. Mais quand tu prends tous les jeunes qui sont arrivés récemment, même des joueurs comme Vitinha, etc., c'était dans l'optique, je pense, de les voir éclore, enfin que d'obtenir leur plénitude à moyen long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, City, quand ils vont chercher Cherki, c'est un talent brut qu'il faut peaufiner. Mais je pense qu'ils le prennent dans l'optique de remplacer De Bruyne, dans l'aspect créatif de l'équipe. Euh, Tout en sachant que Guardiola allait probablement partir et qu'avoir un Cherki dans ton équipe, c'est aussi ne pas avoir Cherki chez un autre concurrent. Ça, je suis d'accord avec toi. Et tu te dis, le talent, tu peux le peaufiner, etc. Mais le talent, il l'a. Après, ce qu'il faudra peaufiner, c'est peut-être l'aspect tactique, c'est peut-être la discipline tactique, où c'est un joueur très créatif. Et justement, je trouve que le parallèle avec Moura, de Porto, il fait sens, parce que c'est deux joueurs un peu similaires c'est des magiciens du football, mais c'est des joueurs à qui que tu peux pas limiter tactiquement. Tu peux pas limiter Mhm. leur créativité de par la tactique que tu veux mettre en place. Et il est là le dilemme de ces entraîneurs-là, c'est de se dire, quel espace je dois donner à ces joueurs-là? Parce que si je les bride, si je les enferme dans un système tactique, dans un schéma tactique, je vais brider leur créativité. Mais en même temps, je ne peux pas perdre le contrôle de ce que je veux mettre en place parce que le joueur s'est réveillé du mauvais pied ce matin et s'il me prend un mauvais match derrière, bah, tout ce que j'ai préparé toute la semaine tombe en ruine. Donc, le dilemme, il est là pour ces entraîneurs-là. Mais j'arrivais à comprendre le choix Cherki. Après, moi, il y a d'autres joueurs, mais tu vois, genre, un joueur comme Doku, un joueur comme Semenyo, c'est des très bons joueurs, mais c'est tellement loin des recrutements que Guardiola pouvait nous apporter. Tu sais, quand tu vas chercher Bernardo Silva, quand tu vas chercher, même Ferran Torres, qui arrive très jeune à City, Mhm. mais c'est des joueurs de football, de football positionnel. Et là, tu arrives sur des joueurs où tu te dis, c'est pas des joueurs qui, à la base, sont des joueurs, qui collent avec les idées de Guardiola, mais c'est des joueurs que je te dis, qui peuvent interpréter certaines de ses idées, mais c'est surtout aussi des joueurs de transition. Là, c'est des joueurs enfin, tu prends un joueur comme Doku, c'est mieux pour moi, c'est les plupart, même avec Gueye en défense ou, c'est, t'es vraiment sur un autre style de joueur. Même Aït Nouri, tu prends Aït Nouri en latéral gauche, t'es loin du type de latéral Bien sûr. que Guardiola recrute. Et moi, l'idée que je m'en fais, c'est que tu vas chercher quand même des joueurs assez jeunes, des joueurs qui sont malléables. Parce qu'en fait, je me dis à ce moment-là, si tu fais chercher des joueurs qui collent aux idées de Guardiola, eh ben, tu es obligé si de Guardiola est amené à partir, de partir sur un entraîneur qui va avoir des idées identiques à celles de Guardiola. Parce que parce que sinon, ton effectif, en fait, ton effectif est amené à dépendre d'un entraîneur qui sera similaire à Guardiola. Sinon, tu pourras rien faire de ces joueurs-là. Et je pense que toi, tu prépares à ce moment-là le terrain en ramenant des joueurs jeunes, malléables, dans l'optique de dire, moi, je pense que Maresca, ça fait longtemps qu'ils sont d'accord pour que ce soit Maresca Ah, ça l'entraîneur fait, de City. ça fait sûrement 6 mois, puisque Chelsea a Mais même communiqué plus là-dessus, que tu vois. ça. Ouais, mais Peut-être même même plus. plus. Moi, je pense que même plus que ça. Je pense qu'en fait, depuis peut-être même un an et demi. Parce que après, on va revenir sur d'autres choses. Mais tu vois, il y a la prolongation de contrat en 2025 de Guardiola qui prend du temps à arriver au moment où Begiristain part, au moment où finalement, tu vois, tous ses potes de Catalogne qui l'ont amené à City partent. Lui, il te dit, je sais pas si je vais prolonger ou pas. Et ça avait sens que tout le monde parte d'un coup. Et Guardiola, le sentiment qu'il donne à ce moment-là, c'est que cette prolongation, c'est plus une prolongation pour que la transition se fasse en Pour faire la douceur, transition. pour faire Ouais. la transition, parce que je pense qu'il aime vraiment Manchester City, le club, les supporters, et que c'est tout ce que City est aujourd'hui. Mais en même temps, il y a aussi et il y a cette transition parce que tu veux pas laisser Hugo Viana arriver tout seul,
ramener son entraîneur. Et si ça flop, et ben en fait tout s'effondre. Donc c'est pour faire la transition. Et donc il y a ça, il y a le fait que tu vas chercher beaucoup de joueurs jeunes. Et c'est pour ça que moi, pour moi, ces 2 saisons, elles sont indissociables parce que pour moi, c'est vraiment. Et tu vois, un autre joueur, Donnarumma. Donnarumma, c'est Ah, pas le type de complètement. gardien que Guardiola aime. Le jeu au pied, il a progressé sous Luis Enrique et tout, mais c'est, c'était loin d'un Ederson. Et en fait, finalement, on prend des joueurs qui, s'ils matchent avec le futur entraîneur, parfait, on pourra compter sur eux. S'ils ne matchent pas, c'est des joueurs qui pourront partir et on perdra pas d'argent sur ces transferts-là. Tu vois, quand tu es chez Trafford et qu'aujourd'hui tu le vends à Leeds pour, je crois, un petit peu plus d'argent, ou Reinders, etc., c'est que c'est dans cette optique-là. Et après, il y a un autre facteur aussi à prendre en compte par rapport à tout ça, et par rapport au départ de Guardiola, c'est quand même que tu as aussi les charges, les 115 charges euh, contre Manchester City. Aujourd'hui, tu sais pas vraiment où le club va à moyen terme. Aujourd'hui, on sait qu'ils vont faire la saison en première ligue, mais je crois que le procès vient cette année et c'est là qu'on sera fixé sur le futur du club. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui fait que tu étais sur une période de transition, que c'était dur de. C'est-à-dire que le départ de Guardiola, je pense qu'on le sentait tous un petit peu venir. Euh, et les motifs, ça va être différentes raisons. Je pense qu'à un moment, quand tu as fait presque 10 ans dans la tête d'un club, t'as peut-être envie de renouvellement, mais en même temps, le renouvellement, il intervient pas tout de suite. Tu vois, il est pas reparti dans un nouveau club. Euh, il y avait aussi l'histoire qu'on avait racontée sur un temps additionnel, tu sais, où sa femme voulait rentrer à Barcelone, elle avait ses affaires, elle, à Barcelone. Lui, et ça intervient en 2025, lui est à Manchester, il veut pas forcément partir. Donc c'est au moment où il y a la prolongation. Une fois que la prolongation intervient, on apprend que sa femme est partie retourner à Barcelone. Est-ce que, à un moment donné, tu pars pas de Manchester City parce que il y a aussi des raisons familiales qui font que tu veux te retrouver avec ta famille et qu'aujourd'hui, bah, si ta famille ne se plaît pas là où tu es, est-ce que le football prend le pas sur ta vie personnelle? Moi, je pense pas. Après, ça dépend de chacun, mais, euh, mais je pense pas. Guardiola, c'est quasiment 10 ans à la tête de Manchester City. C'est 10 ans durant lesquels il aura dominé le football anglais, certes, mais c'est surtout presque 10 ans durant lesquels il aura révolutionné le football anglais au plus profond de ce qu'il est. Euh, Toi, quelle image, quand tu repenses maintenant, quand tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que tu vois quand tu repenses à cette quasi décennie de Guardiola à City? Influence. Bon, après, l'influence, il l'avait déjà. Enfin, toute la carrière de Guardiola est une influence pour le monde du football d'un point de vue moderne, mais c'est vrai que si on se rappelle, tu vois, il y a 10 ans, de toutes les interviews, de tous les anciens joueurs qui nous sortaient que ça allait être dur pour lui, que c'est pas le même, c'est pas la même, c'est pas la même chose, c'est pas le même football, le football anglais, c'est une tradition ancestrale, donc il faut s'adapter, ce genre de choses et tout. Et lui, bah, c'est 10 ans tu vois, je relisais en plus un des articles de Michael Cox sur The Athletics qui disait que Guardiola a réussi à créer trois super équipes, supra-équipes même sur les 4 qu'il a essayé de construire en 10 ans. Et en créer une déjà c'est difficile, en avoir réussi à en créer 3 avec chacune leur spécificité. Après, en 10 ans, t'as beaucoup de joueurs aussi qui arrivent, donc qui changent. Donc, même c'est vrai que quasiment sur les 3 équipes, t'as un De Bruyne qui est un peu le point commun entre tout ça, mais l'arrivée d'Haaland sur la fin et John Stones pour gagner avec des champions en 2023, la saison de top de Gundogan. Donc, il faut que tu t'adaptes à ce profil-là. Je crois que c'est le joueur sur cette saison-là, oui, qui a les meilleurs stats de City à cette époque-là, je crois vers 2022. C'est quand il joue faux neuf, quand il joue certains matchs en tant que Quand faux tout le monde neuf. joue un peu, tu vois, quand tout le monde joue un peu de Ouais. faux neuf, tu vois, quand t'as Foden qui joue faux neuf, quand t'as Bernardo qui joue faux neuf aussi un petit moment, durant un moment. La première équipe qui m'a le plus marqué, peut-être, c'est 2017-2019, avec Sterling, avec Sané, avec Agüero, avec David Silva encore qui était encore là à cette époque-là, Fernandinho. Et pourtant, tu vois, t'as beaucoup de, donc, là, sur 3 équipes, 2017-2019, 2019-2021 et 2022-2024. T'as eu beaucoup de joueurs qui sont passés, beaucoup de profils différents, et malgré tout, il a quand même toujours réussi à être ultra compétitif,
à avoir une régularité en première ligue qui est assez exceptionnelle d'un point de vue surtout du nombre de points remportés sur chaque saison. 4 titres de première ligue consécutifs entre 2021 et 2024, c'est absolument énorme. Et je rajouterais juste ce point-là, mais malgré une concurrence de Liverpool, où très je veux fort. dire, Liverpool, il y a, dans un monde normal, tous les titres que City ne prend pas, Liverpool les prend, et il n'y a pas de débat à dire c'est un beau ou un mauvais champion, c'est un super champion. L'année où ils finissent à 2 points d'écart en 2019, où je crois que City finit à 99 points et Liverpool 97 ou quelque chose comme ça. C'est monstrueux. Je crois que Liverpool fait 2 fois les meilleures saisons pour un deuxième de l'histoire de la Première Ligue. Donc, tu vois, ça en veut dire beaucoup, je pense, sur la qualité du travail et après, ça revient aussi, notamment, oui, il y a la fatigue que tu peux y avoir 10 ans après, alors que tu cherches toujours à être compétitif, donc à toujours trouver de nouvelles solutions. Tu as des joueurs qui arrivent, donc à les adapter, à essayer de ressortir certaines caractéristiques pour rendre ton équipe plus imprévisible, ou en tout cas de changer un peu le profil de ton équipe pour qu'elle soit moins prévisible. Et ça, toutes ces modifications tactiques, tout le côté 4 centraux pour la ligne défensive de 4, ou les latéraux à l'intérieur, ou sur la fin de saison avec Cherki, l'année dernière avec des ailiers qui étaient d'habitude très écartés sur les premières saisons à City, même au Bayern, et aujourd'hui des ailiers un peu plus mobiles, comme tu l'as dit, avec Semenyo, avec Doku, qui vont parfois chercher un peu plus d'espace à l'intérieur. Et tout ça, en fait, oui, ça l'a servi lui pour être compétitif au niveau de City, mais malgré tout, l'influence qu'il a eue et toutes les questions qu'on s'est posées, finalement, toutes les adaptations qu'il y a eu en Première Ligue ou dans d'autres championnats par rapport à toutes ces questions qu'il a amenées sur la table, que ce soit City, que ce soit ailleurs, et finalement, ce qui est devenu la Première Ligue. Alors, oui, la Première Ligue, on peut le dire, sur la saison dernière, ça a été un petit peu très porté sur le coup de périté. On a beaucoup parlé sur le podcast, tu vois, l'optimisation de tous les détails et un peu moins porté sur le jeu, sur le jeu dynamique, sur le jeu au sol, sur ce genre de choses. Mais bon, c'est des cycles, hein, donc on se pose des questions, et d'autres questions vont revenir plus tard, et vont reposer des problèmes, et peut-être qu'on retrouvera un jeu un peu plus fluide. Mais toutes ces questions-là, en tout cas, toutes ces questions que la Première Ligue n'arrête pas de se poser, c'est lui qui a enclenché finalement tout le mouvement et toutes ces questions-là. Donc après, c'est vrai que c'est un peu dur. Souvent on dit par rapport à le manque d'imprévisibilité, le côté un peu toujours très construit, ou en tout cas toujours très contre le fric de beaucoup de coachs en Première Ligue, c'est à cause de Guardiola. Lui, il fait son travail, et après, si vous voulez le copier au lieu de trouver des solutions pour essayer de contrer ça, libre à vous. Mais au final, lui, il ressort de 10 ans en Première Ligue en ayant révolutionné la Première Ligue moderne, en l'ayant profondément influencé, et en ayant récupéré quasiment tous les titres. Parce que l'année dernière, il récupère encore les 2 coupes nationales. Le nombre de coupes nationales de Carabao Cup et de FA Cup qu'il a remporté, c'est phénoménal. En Première Ligue, en tout cas, il est peut-être en 10 ans devenu le meilleur entraîneur d'histoire de l'Angleterre. Peut-être qu'après, peut-être qu'on aura le temps de parler peut-être du bémol qu'il y a la Ligue des Champions, mais en Première Ligue, en tout cas en interne, entre les résultats et l'influence qu'il a eu, c'est incontestable. T'as soulevé un point en fait, quand tu repenses quasiment 10 ans plus tard, c'est vrai que c'est drôle, mais quand il arrive, t'as beaucoup d'entraîneurs non, pas d'entraîneurs, de commentateurs, de médias, etc., qui sont très dubitatifs parce que voilà, en fait, la mentalité, mine de rien, anglaise, c'est, on est très fier de ce qu'on est, on porte notre football en haute estime, on est le pays du football, etc. Et lui, là, ok, il a bouleversé le football européen, que ce soit à Barcelone et surtout à Barcelone, au Bayern, il bouleverse en fait le football allemand de l'intérieur. Tous les bébés, les Nagelsmann, enfin, je veux dire, toute l'influence Red Bull, elle a à mettre pour moi elle est à corréler avec Guardiola. Je sais pas toi ce que t'en penses, Mathieu, mais moi j'ai quand même l'impression que à Red Bull, on s'est aussi beaucoup inspiré de ce que Guardiola a fait, notamment, que ce soit notamment au Bayern. Alors il y a d'autres éléments d'influence, etc. Et il y a, mince, j'ai oublié Ralf Rangnick, évidemment, qui est le maître penseur finalement de la galaxie Red Bull. Mais Guardiola a bouleversé le football allemand quand il était là-bas. Le Bayern en 2 ans ne gagne pas la Champions, mais fait quand même les deux fois demi-finale. Il perd une fois contre le Barça, une fois contre le Real. Et quand il arrive à City, tu vois qu'il fait 3 sur la dernière. Il fait 3 ans Bayern. Il fait 3 ans, effectivement. Oui, il perd 3 fois contre les Espagnols, c'est vrai, en demi-finale. Il fait le triptyque à ce niveau-là, mais ouais, il fait 3 ans. C'est vrai.
Mais c'est quand même, c'est un entraîneur qui a bouleversé le football allemand. Je veux dire, à un moment donné, quand on repense au football allemand d'avant Guardiola, c'est un football où tu avais Schweinsteiger qui pouvait tirer de 30 mètres, Thorsten Frings, où il y avait des grosses frappes du milieu de terrain, etc. Lui, il arrive, je me souviens, je crois que c'est Ribéry qui disait, je sais plus si c'est Ribéry ou je sais plus qui dit ça, mais en gros, aux entraînements, il leur disait, non, mais ça, c'est interdit de faire ça. Ou vous faites pas ça. Et en fait, après, il y a tout ce cheminement. Euh, et peut-être que le problème de Guardiola au Bayern, et après, je vais me recentrer sur la première ligue, mais c'est peut-être qu'il arrive après une saison historique pour le Bayern. Dans un style très allemand. Tu sais, ils gagnent la Champions, Ou le championnat, la coupe, ils mettent le 7-0 sur le match aller-retour contre le Barça de... C'est pas Carlos Villanova déjà à l'époque? euh, C'était bonne ça, si question. c'était Je trouve que Villanova. c'est Si c'était Villanova. Marcelo Villanova. arrive après. Ouais. Où ils gagnent 4-0 à l'aller, 3-0 au retour. Mhm. Et en fait, ils détruisent le Barça. Mais dans un style très allemand, très bulldozer. C'était vraiment très bulldozer. C'était très fort. C'était Schweinsteiger au milieu de terrain. Et quand lui arrive, il sort Toni Kroos qui va au Real. Il sort Schweinsteiger qui l'envoie à Manchester United. Et en fait, il y a une grosse disruption dans les idées. Et ça marche à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne, ça ne prend pas la Ligue des Champions. Et mine de rien, Guardiola, il va au Bayern pour gagner la Champions à la base. Et quand il arrive en Angleterre, les médias sont très dubitatifs. Regardez, au Bayern, il a pas gagné sur la scène européenne, blablabla. City le prend pour gagner sur la scène européenne, parce qu'avant, tu gagnes quand même avec Pellegrini. Euh, tu te retrouves sur la première saison, à sortir Joe Hart. Tu vas chercher Bravo à Barcelone. Ça fonctionne pas Ça super marche bien, pas. mais. Ça marche pas. Non, la première. Et, Parce que c'est vrai je suis désolé de te couper, Yacine, c'est vrai que t'as les critiques de départ, et après t'as la hmm, première saison qui est pas top, et qui non. continue un peu à alimenter les critiques, et je dirais pas naturellement, mais en tout cas, ça pouvait encore poser des questions, même si t'avais des prémices sur la première saison, que le travail était fait, et que, avec encore quelques retouches, ça allait fonctionner. Est-ce Ça que ça allait marche. aussi bien fonctionner? C'est un peu devin de dire ça, aujourd'hui c'est facile à dire, mais en tout cas, tu savais qu'il y avait au moins un travail qui était fait pour atteindre et de jouer la première ligue, la victoire en première ligue assez rapidement. Hmm. Non, mais totalement. Non, mais totalement. C'est ça, cette première saison-là, elle fonctionne pas. Et puis d'ailleurs, Joe Hart, qui est quand même à ce moment-là aussi le gardien de l'équipe nationale Mhm. d'Angleterre, bah, les médias se disent pourquoi il l'a dégagé. Joe Hart, c'est quand même une légende à la base de Manchester City. C'est un joueur qui est très attaché au club, etc. Et puis il l'envoie un peu comme une vieille chaussette à Torino de mémoire, si je me souviens bien. C'est possible, ouais, Et, ça doit être ça. et Joe Hart, lui, le dit, il dit incompréhension, je comprends pas, on n'a pas vraiment eu de conversation. Et il m'a juste dit, tu peux pas être mon gardien. Bah. Et aujourd'hui, ça c'était il y a 10 ans. Et Joe Hart aujourd'hui te dit, bah en fait, ouais, quand j'ai vu ce que Guardiola demandait en fait à ses gardiens et les qualités qui étaient euh, les qualités requises pour être le gardien d'une équipe de Pep Guardiola, j'ai compris que je pouvais pas être ce gardien-là. Alors c'est vrai que Guardiola n'est pas toujours je vais pas dire Euh, amical, mais Diplomate. euh, diplomate. Et quand faut trancher, il tranche. Mais il a dit, dans l'intérêt collectif et dans l'intérêt du club, c'est clair que c'était mieux sans moi. Et puis finalement, la première saison marche pas. T'arrives justement avec l'arrivée d'Ederson à la place de Claudio Bravo. Puis là, boum, l'explosion. L'explosion. Et puis tout le monde commence à comprendre ce que Guardiola voulait mettre en place. Et je pense que la plus belle reconnaissance que le football anglais peut lui donner aujourd'hui, c'est quand tu vois des équipes, sans faire offense, mais des équipes mid, euh, utiliser le gardien comme un joueur de champ, enfin comme un 11e joueur de champ, tu sais, même dans les relances, etc. Avant, c'était envoyer des chandelles et puis c'était à celui qui allait sauter le plus haut pour mettre la tête. Aujourd'hui, non, on construit à partir du gardien. Et ça, c'est une des nombreuses révolutions que Guardiola a apporté au football anglais. Et puis après, il y a un autre facteur aussi, pour moi, c'est la formation. Les joueurs qui sortent aujourd'hui des centres de formation en Angleterre sont pas les mêmes joueurs qui sortaient il y a 10 ans. Et je pense que ça a aussi à mettre au crédit de Guardiola, parce que je pense qu'il y a une refonte aussi de la formation dans beaucoup de centres de clubs. Et aujourd'hui, on recherche des profils, je vais pas dire similaires à ce que le football espagnol produit, parce que chaque pays a quand même ses différences, mais on retrouve beaucoup plus de profils techniques t'as toujours le profil athlétique, mais t'as quand même, tu vois, des joueurs comme Mason Mount, etc. C'est des joueurs qui sortaient pas à l'époque. Même si Mount c'est pas forcément un fruit de l'influence Guardiola, Non, mais tu peux mais prendre Rodgers, par exemple, la Morgan Rodgers, qui était ouais, la formation de City et qui est un peu ce joueur un peu prototype du football anglais aujourd'hui, créatif, enfin, qui se veut être le créatif de l'équipe, mais très puissant, doit être dans le dernier tiers impactant,
doit tenir le rythme de l'APL et, et va quand même être un degré de créativité moindre. Et c'est une des questions qu'un jour qu'on pourra se poser par rapport à Bellingham, tu vois, qui finalement n'a jamais joué en première ligue et qui est aujourd'hui, tu vois, pour une Coupe du Monde, malgré tout, peut-être le meilleur joueur avec Kane sur la dernière Coupe du Monde et qui résout des problèmes sur le terrain et a des comportements et des façons de faire sur le terrain que peu de joueurs anglais ont. Et d'un point de vue des créatifs qui sont sortis, t'as parlé de Mount, mais on peut surtout parler d'un Palmer, d'un Foden, d'un Rodgers, qui sont plus dans ce carcan formé en première ligue et formé par des clubs de première ligue, un Bellingham formé à Birmingham qui a jamais joué en PL et qui a été formé finalement ailleurs et le fer de lance et le but qu'il met c'est pas face à Argentine, c'est le match d'avant, où sur la première touche, il égalise La Norvège. face à la Norvège. Ce genre d'action-là, tu vois, il y a peu de joueurs créatifs anglais qui sont capables de le faire pour moi, tu vois. C'est pas en tout cas, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'ils vont penser à le faire? Un Foden, un Rodgers, un Palmer? Pas complètement sûr, tu vois. Parce ils ont été formés dans un carcan spécifique et on prend les cas Rodgers, Palmer, formés à City. Donc, ils sont tous devenus des joueurs de haut niveau, tous internationaux, tous ont eu, sur les dernières années, en tout cas, un impact sur la PL, sans être à City et ont eu une influence aussi. Donc après, est-ce que c'est que Guardiola? Non, il a eu son influence, je pense, par rapport à la première ligue en général. Après, c'est vrai qu'on avait aussi parlé sur le fait que l'APL sur les 10 dernières années, enfin plus la FA, donc la Fédération anglaise, a beaucoup travaillé sur le projet fédéral pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de commun et ça se voit aussi notamment pas que les résultats de City en termes de jeunes, quoi, des ventes de jeunes, mais tous les résultats des sélections de jeunes anglaises qui sont quand même assez impressionnantes si tu prends les 10 dernières années en termes de pas seulement de juste d'aller en finale, mais les équipes elles gagnent quoi, elles gagnent des titres et donc c'est aussi un projet fédéral, mais je suis d'accord avec toi, peut-être que l'essence en tout cas vient de cette révolution d'un point de vue du jeu que cette évolution importante que de Guardiola, enfin avec l'arrivée de Guardiola à City il y a une dizaine d'années, ça c'est certain. Tu vois, même je veux dire, même chez les gardiens, un joueur comme Trafford, je sais plus si Trafford est acheté l'année dernière, mais je sais pas si, parce il était à Burnley, mais je sais pas si à la base il est pas formé à City ou. Pour moi, il est formé à City, ils le vendent à Burnley après son excellent Euro U21 que l'Angleterre gagne il y a 2-3 ans. Il est racheté par City l'année dernière. Ça commence pas bien. Donnarumma arrive, il fait deuxième gardien, ils viennent de le vendre à Leeds. Mais tu vois, par rapport à Donnarumma, on en parlait. Bon, après, moi, j'ai des images que j'ai rêvé, hein, mais moi, j'ai des images de ces dernières saisons au Milan, au pied de Donnarumma. C'est loin d'être mauvais. Mais il faut peut-être que je retrouve les images, pourquoi c'est mauvais. Il y a une certaine qualité. Au PSG, ça s'est pas très bien passé, mais passons. Mais C'est ça plus allait sur le sur côté. la fin. Attention, ça allait mieux au PSG mais sur la c'est fin aussi, hein. pas du niveau, par exemple, pas du niveau de Trafford, même s'il a 10 ans Non. moins que lui, tu vois. Trafford au beau pied, c'est extraordinaire. Mais le truc, c'est que Guardiola fait revenir Donnarumma, tu vois. Il a viré Hart il y a 10 ans, et aujourd'hui, il te reprend Donnarumma pour élever malgré tout le niveau de compétitivité dans le sens, mais oui, bon, en gardien, c'est quand même fait pour arrêter les buts. Donc, faut peut-être qu'on repart. Des fois, c'est juste des questions qui se reposent et qui reviennent en boucle et c'est souvent des cycles et tu te retrouves en te disant, ouais, le jeu au pied, c'est bien, mais aujourd'hui en pelle, ok, beaucoup d'équipes, on commence toujours un peu à ressortir derrière, mais encore sur la dernière saison de première ligue, d'un point de vue des 6 mètres, t'en avais beaucoup plus que des jeux plus longs, plus directs en tout cas sur les premières passes. Donc t'as des questions qui se posent parce que le pressing est plus efficace, parce que l'appel physiquement, ça t'impose un défi qui est plus important. Donc tu cherches de nouvelles solutions et tu reviens peut-être à un gardien plus traditionnel dans le sens, déjà dans le côté shot stopper, on essaie d'avoir le meilleur au monde et ensuite on essaiera de voir dans le jeu si on peut pas faire un peu mieux. Mais déjà s'il a une précision à peu près correcte sur le jeu long, ça nous ira. C'est des cycles. Et Guardiola, sur ces cycles-là, il en a eu beaucoup en 10 ans et il a été, soit il s'est toujours adapté, soit il a été le fer de lance de l'évolution. Et c'est pour ça qu'on retient, tu vois, ok, il y a les titres et ça justifie les choses, mais une influence telle, elle est encore, enfin, avoir autant d'influence en 15 ans, c'est absolument phénoménal. Et on en avait parlé quand son départ était annoncé, en disant même, parce qu'on sent qu'on fait un peu la fin du règne Guardiola dans ce début de podcast, mais là, il y avait les rumeurs en Italie et tout, mais on se dit, est-ce que Guardiola va rentrer dans un club un jour, en fait? Et est-ce que c'est vraiment une vraie question légitime. Est-ce que tu peux retrouver un degré de motivation tel quand tu as été au-delà des résultats aussi influent? Est-ce que tu peux continuer à influencer? Est-ce que tu as l'énergie pour le faire? Parce que 10 ans, c'est beaucoup. Moi, j'en parlais, tu vois, par rapport à Klopp. Quand on regardait Klopp, à part avant d'arriver à Liverpool, c'est 24 saisons consécutives dans un club. 24 saisons, 24 pré-saisons, quasiment tout le temps. Un mois de vacances, même pas, entre les
les compétitions internationales. Donc là, qui partent en Allemagne, ça n'étonne pas. Mais tu vois que le départ de Liverpool, à un moment, c'était naturel. Même tu peux être motivé, mais même il faut une certaine énergie pour faire ça. Et au-delà de Même l'énergie, prendre du recul, même prendre un certain recul exactement. et comprendre, enfin, parce que quand t'as la tête dans le guidon, à un moment donné, tu peux passer à côté de certaines choses. Et Guardiola te dit que une des années les plus importantes de sa carrière, c'est quand il a pris l'année sabbatique et qu'il est parti vivre à New York pendant un Bien an. sûr. Parce C'est qu'il a eu, il a vu, c'est pas que lié au football, mais il a rencontré beaucoup de gens qui justement sortent du cadre du football et lui ont permis de réfléchir le football autrement parce qu'il avait d'autres influences qui, je veux dire, à un moment donné, si t'es qu'avec si tes conversations ne sont que le football, comment tu vas avoir quelque chose de nouveau dans ta vie? Avec le football, c'est pas possible. Parce qu'en fait, tu vas vivre et parler, et discuter, et penser que des choses qui existent déjà. Par contre, si tu veux apporter de la nouveauté, il va falloir que tu ailles la chercher ailleurs, dans le cinéma, et dans d'autres sports. il faut le temps pour le faire. Et il Je faut suis le d'accord temps. avec toi. Et c'est des échanges, c'est des conversations, c'est tout ça. Et lui, il te dit que c'est une des années qui a été les plus bénéfiques pour sa carrière. L'année où il part vivre à New York avant d'aller à Munich. Et tu vois, pour parler de l'influence, et je parlais des gardiens, etc., mais en fait, il y a juste à regarder aujourd'hui euh, qui sont les entraîneurs qui performent en première ligue, d'où ils viennent. Parce que ça, on l'a même pas évoqué parce que ça va de soi en fait. Mais Mais c'est ça, hein, mais oui. le champion en titre, c'est Arteta, c'est un entraîneur qui a parfait sa formation en tant qu'adjoint de Guardiola. Maresca, qui a peut-être eu la meilleure période du Chelsea sous Todd Boehly et Clear Lake. Ça, Eh très ben, largement, je suis d'accord. une personne qui s'est formée avec Guardiola. Quand tu prends Vincent Kompany, c'est un enfant de Guardiola. Quand tu prends au Bayern, quand tu prends Gundogan qui aujourd'hui passe ses diplômes d'entraîneur, ben c'est qui son influence? C'est Guardiola. Et en fait, quand tu mets tout bout à bout, ils sont tous passés par Guardiola. Et après, on pourrait même aller plus loin. Même si Xavi n'est pas l'entraîneur en termes d'idées ce à quoi on aspirait, parce que quand tu repenses à Xavi, le joueur, etc., tu peux faire l'affiliation avec Guardiola. Et pourtant, aujourd'hui, tu es sur un autre style. Mais je pense que l'envie d'entraîner, elle vient aussi de ces années avec Guardiola. Enfin, aujourd'hui, il y a énormément d'anciens joueurs par les mains de Guardiola qui, euh, qui font de très 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 belles carrières en tant qu'entraîneur. Et les plus T'as Xabi Alonso, tu vois, je veux pas t'interrompre, mais Xabi Alonso. qui a Ouais, touché Xabi ce aujourd'hui, Alonso. tu vois. Et Qui a été son joueur et qui, enfin, dans une interview encore la semaine dernière, The Athletics parlait d'influence de Guardiola dans la fin de carrière de Xabi Alonso, tu vois. Quand il va au Bayern, c'est la je fin de crois qu'il carrière va et justement pour ça. Je crois qu'il va au Bayern parce qu'il voulait être coaché par Guardiola. Il avait je fait pense une interview comme ça il y a quelques années. il avait cette curiosité-là et qu'il a été très Ouais. influent par rapport à ça, donc bien sûr. Il, il y a, enfin, on revient un peu à ce qu'on dit, tu vois, mais il y a les résultats, il y a ce que tu apportes à un club en particulier ou même à un championnat, l'influence que tu peux avoir au-delà de tout ce que tu fais en travaillant juste dans ton club et enfin, ça, c'est la marque, c'est facile à dire, mais c'est la marque pas plus que des grands, mais des immenses entraîneurs et c'est pour ça que, oui, il y a le côté de se dire, bah, c'est peut-être le plus grand entraîneur qu'on ait jamais eu, et que peut-être que le plus grand entraîneur qu'on ait jamais eu, nous, on a eu la chance de vivre toutes ces saisons-là et des équipes révolutionnaires qu'il a pu avoir, mais que peut-être qu'il n'entraînera plus. En tout cas, il n'entraînera peut-être plus un club et qu'il aura peut-être pas autant, il n'arrivera pas, enfin, il y aura plus ces équipes qui seront capables en fait de nous poser en fait toutes ces questions-là et de continuer à faire évoluer le football. Donc qui sera capable de reprendre ce flambeau, on verra. Mais lui en tout cas était l'un des fers de lance enfin très largement sur les 15-16 dernières années. Donc voilà, je sais pas ce qu'on a peut-être pas encore complètement conscientisé le fait qu'on verra peut-être plus Guardiola entraîner un club dans les années à venir, quoi. Non, mais c'est clair. À un moment, tu te dis quel challenge pourrait aujourd'hui le motiver. Enfin, qu'est-ce qui pourrait lui permettre de repartir parce que oui, comme tu dis, c'est épuisant, c'est beaucoup de travail et je pense qu'aujourd'hui on est sur soit un rôle de sélectionneur, soit un rôle un peu plus prestigieux dans un club, que ce soit en tant que président, directeur sportif, quelqu'un pour. Et bon, comme on l'avait évoqué sur le précédent podcast, imagine ton entraîneur était présidé par Guardiola. Oui, Donc et tu vois, c'est même assez lui compliqué. président, tu vois, j'ai du mal à ça. Tu vois, parce que ouais, on fait encore une digression par rapport au Portugal, mais par rapport à Porto, Villas-Boas, malgré tout, tu sentais qu'il pouvait être président d'un club et notamment de Ouais. Porto, mais tu sentais, le pic de la carrière de Villas-Boas, c'est très bien, hein. Ces équipes jouaient très bien.
on va pas comparer la réflexion tactique de Guardiola et d'un Villas-Boas. Et tu dis que Villas-Boas a peut-être d'autres centres d'intérêt, était capable. Moi, j'ai du mal à voir Guardiola dans le foot en tout cas. Toute sa réflexion en termes de jeu et toutes ces questions qu'il aime malgré tout se poser. Et en tant que sélectionneur, en fait, il aurait même enfin, c'est un bon compromis, tu vois. Je pense qu'il, même ce qu'a fait Klopp peut l'inspirer dans le sens, bah, il pourra toujours entraîner, avoir ce contact avec ses joueurs, jouer des grandes compétitions et avoir le temps, malgré tout, de se poser plein de questions pour pouvoir continuer à continuer à faire évoluer son raisonnement parce que même si je pense que tu t'arrêtes jamais, quand t'es Guardiola, tu t'arrêtes jamais vraiment de réfléchir, par rapport au jeu. Et donc, c'est pour ça que l'idée l'Italie était plausible. Après, c'est toujours le côté, le football italien, c'est pas le football espagnol et c'est pas complètement le football de Guardiola. Donc, est-ce que tu vas être là pour imposer ton idée ou est-ce que tu vas être là pour refaire émerger une idée d'un football qui n'est pas le tien, même si tu as joué une ou deux années à Brescia il y a 25 ans. Donc, c'est pas le thème du Et à podcast, mais la c'est des questions Roma à se aussi, poser. mais bon, ouais. Oui, un peu à la Roma, oui. Donc, Non, mais mais encore le Guardiola sélectionneur, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre dans les années à venir. Ça peut être le défi par la suite. Parce que si tu vois, c'est même pas tant l'âge de la personne, tu vois. C'est l'âge carrière, le côté, ça fait 16 ans quasiment consécutifs. Et c'est déjà très rare. Klopp, c'était 24, je crois, avant son départ de Liverpool. 24-25. Donc, c'est absolument fou de tenir autant ce rythme-là. Donc, je pense que pour ces entraîneurs-là, le poste de sélectionneur peut être un bon compromis. C'est pour ça qu'on comprend, bon, en tout cas, je comprends parfaitement pourquoi Klopp sort de sa retraite pour l'Allemagne après cette Coupe du Monde ratée de la National Mannschaft. Non, totalement. Et puis en plus de ça, d'ailleurs, tu dois rechapeauter un peu. Tu vois, aujourd'hui, Klopp, il est sélectionneur, mais c'est aussi quelqu'un qui va apporter des idées, notamment sur la formation Mm. au sein de. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la formation au sein de la FA, de tout le programme fédéral qui a été mis en place sur les 10 dernières années. À un moment, l'Italie va devoir se poser les mêmes questions, l'Allemagne doit se poser les mêmes questions. Euh, et donc voilà. Après, pour recentrer un peu sur Guardiola et sur son bilan à City, tu l'as évoqué un petit peu, mais il y a aussi la Ligue des Champions qui est peut-être un peu plus mitigée. Euh, Moi, j'ai le sentiment que, en fait, c'est beaucoup je vais pas dire de hasard. Et tu sais, il y a beaucoup d'échecs où tu te dis, c'est pile ou face et c'est tombé du mauvais côté de la pièce. Le match contre Tottenham, qui part un peu en n'importe quoi avec l'arrivée de la VAR, c'est un match de fou. Enfin, c'est un match. Moi, j'ai des souvenirs de ce match. C'est des souvenirs fabuleux. Mais c'est un match où il perd le contrôle il a pas le contrôle sur ce match. Ça va dans tous les sens. Et c'est ces matchs-là que Guardiola détestait. C'est les matchs où finalement, lui, qui est toujours en recherche de contrôle, et notamment dans ces années-là, encore plus dans ces années-là, du moins, à ces matchs-là, il perdait le contrôle et il était je pense qu'il était plus spectateur qu'acteur de ces matchs-là. Et lui, c'est un entraîneur qui se doit d'être l'acteur protagoniste finalement Mm. de, de ce genre de match. Mais tu vois, le match contre Tottenham, tu peux te dire, s'il y a le but de Sterling, non, Agüero, Sterling, tu sais, où il Je y a crois que la c'est Agüero. VAR, Agüero. Je... Ouais. Bah, tu dis que s'il y a ce but-là, il est marqué et ça passe à ça, quoi. Enfin, Oui, bien sûr. il passe et puis qui sait ce qui se passera par la suite. Pareil pour le match contre le Real, où, tu sais, t'es pris dans un moment de folie où à la fin, Rodrigo égalise et puis tu perds en prolongation. Et d'ailleurs, je pense que ce match-là a été le match déclencheur en 2022 de Guardiola où il se dit, j'aime avoir le contrôle, j'aime que mon équipe ait le contrôle du match, mais je vais devoir peut-être lâcher un peu plus de contrôle pour un attaquant qui marquera des buts. Parce que sur ce match-là, tu te procures énormément d'occasions, mais tu concrétises pas avec Mahrez, avec de mémoire c'est Mahrez, t'as Gundogan, t'as Foden devant et l'été qui suit, tu cherches Haaland et d'ailleurs tu fais le triplé. Et je pense que c'est ce match-là qui euh, qui est fondateur dans la réflexion de Guardiola de se dire des fois peut-être que je dois avoir un peu moins de contrôle et laisser mes joueurs s'exprimer davantage. Et l'arrivée d'Haaland, elle te justifie ça. C'est un profil qui a pas du tout, qui rentre pas dans ce que Guardiola attend de ses joueurs à la base, mais lui, il t'apporte des nombres, des buts. Et je pense il a été ok d'échanger un peu de contrôle contre davantage de buts. Et et après, bon, il y a plein de matchs, tu vois, le match contre Lyon, tout ça. Mais je me dis que, comment dire.
qui a aussi cette recherche de réflexion, tu vois. De Bruyne en avait déjà parlé. Il avait dit, tu- je vais le dire crûment, mais je crois que c'est comme ça qu'il l'avait dit, mais c'est tu nous fais chier à toujours changer au dernier moment. Oui, Laisse-nous faire ce qu'on sait faire. Mais lui, il est toujours dans le truc de se dire, si j'ai trouvé le point faible de mon équipe, ça veut dire que l'entraîneur adverse l'a trouvé. Donc, il faut que je surprenne l'adversaire, donc je vais faire ça. Et donc, tu avais toujours ces changements. Alors, à la toute dernière minute, il est arrivé avec des joueurs qui, des fois, ne savaient pas quoi faire sur le terrain. Enfin, dans les grandes lignes, si. Mais il y avait il y avait des ajustements qui faisaient que l'équipe était un petit peu perdue. Et 2023, c'est l'année où c'est du tout droit, où ça va toujours, peu importe l'adversaire, c'est toujours la même chose. Et derrière, tu gagnes la Champions. Et je pense que le problème de Guardiola en Ligue des Champions, il est là. C'est soit pile ou face, et ça tombe du mauvais côté, ou soit la surréflexion, qui l'a amené finalement à tuer son équipe. bah, après, le problème de Guardiola, c'est un peu le problème de, tu vois, de tous ces entraîneurs qui portent la ligne des clous, tu vois. C'est la perte de contrôle. Et sur un championnat, en fait, c'est ça le truc. C'est que sur 38 matchs, tu peux perdre un match. C'est Mm. possible. Mais tu sais que ton idée de jeu, avec ces automatismes-là, avec toute cette réflexion-là, sur la durée, fait que tu vas gagner, enfin, tu vas avoir une moyenne de points par match qui est absolument folle. Et Arteta arrive exactement à faire ça à Arsenal. Et c'est pour ça que, même dans le podcast, on avait souvent valorisé ça. C'est qu'Arteta, ok, il ne gagne pas avant cette année. Et on devait faire le podcast l'année dernière. Malheureusement, on l'a pas fait. Mais vraiment, je pense qu'on aurait dit cette chose-là. C'est le fait. Mais sur les 2 dernières saisons, même sur les 3 dernières saisons, il a une moyenne de points par match qui est absolument folle. Et que si on prenait juste l'année civile, il serait champion sur les 2 dernières années civiles. Alors après, il faut être champion sur une saison. Ça, on est complètement d'accord. C'est pas les règles du jeu. Tu peux pas les changer en cours de match. Enfin, en cours de saison. Mais c'est pour dire que son idée sur l'idée de ce positionnel, de savoir un peu, malgré tout, d'avoir tous ces automatismes-là qui font que sur la durée d'un championnat, t'es très fort. T'es très fort et tu vas peut-être perdre un match ou deux par ici, par là. Mais si cette idée-là, elle est consolidée, t'es pas quasiment imbattable, mais sur la durée d'un championnat, il faut que les adversaires soient très 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 forts pour ne pas perdre de points à des moments critiques. Et Arteta l'a très bien exprimé aussi. Mais le truc, c'est que comme tu as dit, en Ligue des Champions, eh ben, tu perds un match, bah, tu peux ne pas avoir mérité parce que souvent, c'est comme tu dis, Tottenham, c'est pas forcément mérité. Et Lyon, tu domines. Donc après, tu as le contexte Covid et tout à ce moment-là. Et là, vraiment, tu même pas le match aller-retour. Tu vraiment qu'un seul match. C'était à l'Alvalade en plus, cette année-là de mémoire. Donc, tu as eu des contextes comme ça où tu t'es dit, bah oui, tu perds ce match-là. Bah, t'as pas forcément mérité. Tu étais au-dessus, mais tu l'as perdu. La Ligue des Champions, c'est le format de Ligue des Champions, il est comme ça. Et en fait, c'est le format de compétition qui est pas forcément adapté complètement à ton idée. Et qu'il lui a fallu finalement pas mal d'échecs en Ligue des Champions pour ajuster, pour ajuster, pour ajuster. Comme tu as dit, pour ensuite se poser la question d'un Haaland devant pour finalement avoir un attaquant qui. Ça, c'est un peu cette question, tu vois, c'est le côté bah, l'entraîneur qui va un peu moins réfléchir à la place de ses joueurs. Et les saisons précédentes, ça marchait très bien en championnat, mais ça, oui, comme on l'a dit, ça mettait Gundogan en faux neuf, ça a mis Bernardo, ça a mis Foden. Foden, ça avait très bien marché, c'est vrai, mais c'était des joueurs qui étaient tournés vers ton but et pas forcément toujours vers le but adverse. Et que des fois, bah, tu pouvais avoir ce manque de tranchant ou ce but-là qui en Ligue des Champions, un ou deux buts, c'est voilà, un ou deux buts sur un championnat, ça change pas forcément grand-chose. Mais un ou deux buts en Ligue des Champions sur un match retour et tout, ça change énormément. Et qui t'avait peut-être forcément, enfin peut-être besoin de ce profil-là. Et tu prends un Land. Il y a aussi pour moi toute la réflexion au niveau défensif à ce moment-là où c'est un peu plus conservateur. Ça met les 4 centraux, ça met Stones en faux 6 et en défense sur la et cette réflexion-là. Mais cette réflexion-là, pour Ligue des Champions, elle est venue avec tous les échecs d'avant. Après, oui, quand t'es Guardiola et que t'es à City, tu peux te permettre de beaucoup échouer un petit peu avant en Ligue des Champions. Il y a d'autres clubs où ça serait pas passé, notamment au Real. Mais tu vois, tu échoues, et en Ligue des Champions, bah, au bout de quasiment 7 éditions avec City, t'arrives à trouver la bonne formule et tu gagnes une fois en 10 ans. Et c'est vrai qu'il y a eu des saisons, comme tu as dit, où il y a eu des demi-finales face au Real, où ça se joue vraiment pas à grand chose, et que là le coup la pièce ne va pas de ton côté, et c'est aussi la beauté du foot. Et ça ça peut être c'est pour ça aussi qu'on aime avec les champions, c'est que ça peut être un peu plus imprévisible que le championnat. Mais c'est vrai que bon, quand t'es City, quand t'es Guardiola, quand t'as tous ces moyens là, la défaite face à Lyon, la défaite même face à Monaco la première saison, tu vois, même si t'es Pour moi, au-dessus, pour moi, il y a deux défaites qui sont vraiment marquantes. C'est Monaco et c'est Liverpool la saison d'après. Où tu sais, t'exploses en exactement, quart de tu vois, finale à Anfield, où il y a 3-0 au bout de 20 minutes et tout, où t'es pas rentré dans ton match, qu'eux, ils ont déjà fini leur match limite. c'est et même l'année cette année, tu vois, le Real, même si c'est pas, comme on a dit, la 2022-2024, il a pas réussi à créer la supra équipe. Mais le Real de cette année, c'est très loin aussi d'être une super équipe. Et tu te D'ailleurs, ça fait 2 ans que tu perds contre le Real en Ligue des Champions. exactement, tu vois, tu te fais un peu balader par.
Ouais, Ouais. par Arbeloa, quoi. Donc, pas balader, c'est un grand mot, tu vois, et donc, c'est des défaites qui font un peu tâche. Après, c'est dur de demander toujours d'être toujours au top, mais Mais c'est pour ça que Mathieu, la Ligue des Champions fait un peu tâche, en fait. est-ce que ces 2 défaites contre le Real, elles s'inscrivent pas dans une logique de transition du club? Dans le sens où, moi, le sentiment que j'ai vraiment, c'est que on a juste préparé le terrain pour le futur coach. Et peut-être que qualitativement parlant, peut-être que ton équipe est moins forte. Mais on n'a Ça pas l'est. voulu mettre, parce qu'on n'a pas voulu mettre les sous. En fait, on n'a pas voulu mettre 100, 120, 130 millions sur des joueurs qui pourraient ne pas avoir leur place avec le futur entraîneur. Et on a peut-être préféré garder ces sous-là pour qu'une fois le nouvel entraîneur arrivé, tu vois, aujourd'hui, on parle d'Enzo Fernandez, on parle de tout ça, d'enregistrement. C'est des joueurs Oui. qui étaient pas ciblés par Manchester City à ce moment-là parce que c'était peut-être des trop gros transferts à faire dans une période de transition. Une fois que tu as le nouvel entraîneur qui arrive, bah, tu as un joueur comme Elliot Anderson qui arrive. Un joueur, un transfert qu'on n'a pas donné à Guardiola sur les 2 dernières années. Non pas qu'on n'a pas voulu lui donner par manque de confiance ou autre, mais parce que je pense qu'on s'est dit, attendons de voir où on va. Et c'est là qu'on commencera à redépenser beaucoup d'argent sur des joueurs. Après, quand tu cherches Semenyo, Gueye et tout, c'est des 50, 60, 70 millions, ok. Mais on n'est pas sur le top, top, top transfert qu'on a pu avoir à une certaine époque et qu'on commence à retrouver maintenant. Et j'ai le sentiment qu'on a juste voulu préparer les bases d'un nouvel effectif et accepter que peut-être que pendant 1 voire 2 ans, l'équipe soit un peu moins forte. Et c'est pour ça que j'arrive à... Tu vois, si tu me demandes comment t'expliquerais ces défaites face au Real, je pense que ce serait mon argument. Mais après, je pense que on doit avoir ce débat après sur le choix Maresca et donc sur les transferts qui ont été faits. Hmm. Parce que c'est vrai que je pense on n'est pas complètement d'accord là-dessus. Mais après, juste pour finir sur Ligue des Champions, bah, l'effectif, il est ce qu'il est, tu vois, sur la saison dernière. Et ce que je veux dire, c'est que ça démontre aussi, et on a aussi souvent parlé sur la capacité des coachs, en effet, certains coachs et même Guardiola, idée qui peut être très très forte, mais quand elle est un peu moins forte, là tu dois préparer intelligemment ton match en particulier, spécifiquement par rapport à l'adversaire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est le reproche qu'on lui faisait quand il gagnait pas avec ça, c'est super équipe. C'était des fois de trop réfléchir, de changer des choses et des choses qui semblaient pas cohérentes par rapport à l'idée de jeu qu'il avait mis en place. Parce que, comme tu l'as dit, si moi j'ai vu ça avec le coach, j'ai autant de respect pour lui, il va le voir et il faut que je change encore un truc que j'avais déjà changé en fait au départ. Et cette préparation stratégique spécifique des matchs-là, bah, en Ligue des Champions, elle est primordiale parce que tu vois, comme dit, une défaite et c'est fini. Alors qu'en championnat, une défaite, bon, à part d'être au coude à coude, mais sur la durée d'un championnat, une défaite, c'est pas grand-chose. Et c'est ça qui lui a fait un peu défaut. Et là, bah, c'est vrai que sur ces 2 dernières saisons hein, face au Real, moins de qualité d'un point de vue, enfin, moins de force globale de son équipe, bah, t'attends que, malgré tout, t'as quand même des très bons joueurs, t'attends que, bah, tu arrives à trouver d'avoir un plan plus performant face à ce Real-là pour pouvoir ne pas te faire éliminer de cette façon-là, en tout cas. Il n'a pas réussi forcément à trouver cette solution, donc je pense qu'il y a aussi ça sur le fait que c'est un très très grand penseur, un très très grand coach dans la façon dont il fait jouer ses équipes, ça c'est indéniable et ça fait 52 minutes qu'on en parle, mais sur parfois être capable de même de changer les matchs en cours de match, enfin en cours de oui encore, enfin changer les rencontres en cours de match et même de préparer stratégiquement des matchs importants, il peut avoir des difficultés et il perd une finale avec des champions en se faisant avoir par Tuchel en 2021, faut pas l'oublier, c'est là aussi, hein, tu vois, Mais ils je vont jusqu'en crois finale. je crois d'ailleurs que sur ce match, le match qui était joué au Dragao de mémoire, Ouais, pareil, qui il y a une était surprise en finale. Et c'est là que De Bruyne pète les plombs. C'est après la finale où il dit, c'est possible, ouais. Là, ouais, il faudrait que je retrouve la compo, mais oui, ça me revient à l'esprit, je suis d'accord avec toi. Et Tuchel, sur le plan de jeu, plus fort. L'équipe, tu sentais hmm, qu'elle était plus confortable. Et pourtant, totalement. il était y arrivé à 6 mois. La force collective de Chelsea globale ne peut pas être aussi forte que celle de City. Mais sur le match en particulier, spécifiquement ce jour-là, en finale des champions, le rôle de Jorginho, il me semble, à ce moment-là et tout, bon, ça fait 5 ans, il faudra se replonger dans les images et dans quelques analyses, mais le rôle de Jorginho dans les couvertures et tout, le plan défensif de Tuchel était vraiment d'un très très haut niveau et avait dépassé Guardiola. Et bah, le truc, c'est que t'es en finale des champions, tu perds le match, c'est peut-être l'une des seules défaites de City sur cette édition Ligue des Champions. Ouais, mais t'as perdu, donc au final, t'as la médaille d'argent. Donc après, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la relation de Guardiola malgré tout avec la défaite en disant, on a fini deuxième. Ok, on cherche toujours la première place. City veut la gagner, il la gagnera d'ici 2 ans. Mais valoriser que bah, quand tu joues toujours le haut du panier, toujours, toujours, toujours,
tu peux pas gagner tout le temps, mais tu valorises au moins toujours ton travail parce que sinon ce serait insulter tout le travail que tu as mis et finir deuxième à ce moment-là. C'est pas infamant. C'est décevant sur le coup, c'est frustrant, mais c'est pas infamant. Et sur ça, j'ai toujours eu beaucoup de respect par rapport à sa relation avec certains échecs, ou en tout cas certains échecs ou certaines contre-performances. Et tu vois, pour en revenir, et ça, je suis d'accord avec toi c'est quelque chose que j'ai pris du temps à comprendre, mais la défaite n'est pas une fin en soi. C'est des fois, c'est part of the process, tu vois, c'est des fois, ça fait partie du processus, et ça dépend comment tu perds. Ouais, et qu'est-ce que tu peux Oui, tirer de ces défaites-là, etc. Et en fait, la défaite contre Chelsea, parce que maintenant ça me revient, si, il y a un changement, il fait un changement, faudrait retrouver, ouais. et De Bruyne pète les plombs à la fin du match, par rapport à ça. Mm. Mais en fait, c'est un changement qui est opéré suite à une défaite en demi-finale de FA Cup contre Chelsea. Et un match de championnat de mémoire où aussi ils perdent contre le Chelsea Tourelle. En gros, Tourelle et Guardiola, ils s'affrontent 3 fois en 6 mois. Et Tourelle le bat à chaque fois. Et t'as ce match et t'as ce match en finale où là, Guardiola s'est dit, il faut que je change quelque chose, sinon on va encore perdre. Et il fait le changement, et après, t'as la victoire de Chelsea. Mais, ouais, je pense on va être aligné sur tout ça, tu vois, la Ligue des Champions n'est pas, enfin, ça dépend comment tu l'as, enfin, tu vois, quand tu fais aujourd'hui le bilan de Guardiola, alors en première ligue, c'est mastodonte qui a tout dominé, etc. En Champions League, il y a des défaites, il y a des déceptions, mais il y a de la régularité dans Ouais, les et résultats, mine il de aurait rien. gagné au final. Et tu vois, la défaite de 2021, elle sert aussi pour gagner en 2023. Et je me Ouais. dis, est-ce que Guardiola pouvait gagner finalement autrement que en adaptant toujours par rapport enfin, à ses échecs, mais parce que la Ligue des Champions, voilà, il y a moins de matchs, donc t'as moins de data pour apprendre tes erreurs, et que finalement, lui, dans son côté très, très cérébral du jeu et de la préparation des matchs, de la préparation d'une saison et de la recherche des profils pour son équipe, très précise, bah, est-ce qu'en fait, il lui fallait pas toujours un peu ces échecs-là pour ajuster jusqu'à arriver à 2023, où là, le recrutement d'Haaland plus tous les côtés, enfin, tout le travail défensif à ce moment-là, sur sa ligne de 4, sur son pressing 4-2-4 qu'on n'avait pas vu avant, et qui posait beaucoup de problèmes, et qu'il y a peut-être que l'Inter sur ce match-là, d'ailleurs, sur la fin de match, après le but de Rodri qui arrive finalement avec le rôle d'Onana de mémoire, en fait, tu penses que tu t'attends pas qu'un gardien te pose autant de problèmes dans sa relance, et finalement, tu stresses un peu sur la fin de match. C'est vrai que Lukaku peut égaliser, mais sur toute la durée de la compétition, tu t'étais posé ces questions-là et t'avais été encore plus proche de la gagner, et tu l'as gagné cette fois-ci. Mais tu vois, je pense pas, enfin, je me dis, Guardiola n'est pas l'entraîneur qui gagne sur un one shot comme ça. Avec ce City-là, il fallait pièce par pièce, un peu échec après échec, apprendre de ses erreurs pour ensuite arriver jusqu'à cette victoire en 2023. Et je pense il pouvait pas gagner finalement autrement que dans de ce scénario-là avec City. Hmm. Ouais. Ouais, non, mais oui, oui, non, je te rejoins. Et justement, pour arriver à tout ça aussi, et alors que ça va faire 1 heure qu'on lui rend hommage, parce que c'est vraiment ce qu'on peut dire, c'est 1 heure d'hommage pour Guardiola. Il y a Exactement. aussi le fait, et puis avant qu'on passe à la nouvelle saison, il y a aussi le fait que c'est un entraîneur qui est l'entraîneur qu'il est, qui est peut-être l'entraîneur, enfin, pour moi, le plus important de l'histoire du football aujourd'hui. Mais c'est une personne aussi qui a toujours su se remettre en question, tous les ans des nouveaux adjoints, et ça, on l'évoquait aussi Mm. dans le podcast qu'on avait fait, suite à son départ. Mais toujours des nouveaux adjoints, des nouvelles idées. Quand tu cherches Pep Lenders cette saison, c'est pour Bien sûr. parce que c'est un personnage qui a aussi permis à Klopp de se développer sur certains points. C'est vas-y, moi aussi je veux apprendre. C'est toujours la quête du savoir. Et quand tu arrives à ce qu'il est devenu, tu dois passer soit par d'autres personnes, soit justement sortir du football Totalement. pour pour découvrir d'autres choses, mais qui dépassent finalement le cadre du football, et les incorporer dans ta réflexion pour que justement ces choses-là arrivent dans le monde du football. Si tu Mais te souviens, c'est peut-être le premier podcast qu'on fait cette année, quand Ruben Amorim sort de City, enfin de United, ouais, et qu'on parle de totalement. son staff à cette époque-là. D'ailleurs, j'ai pas vu son staff à Milan, je crois qu'ils ont gardé, mais je sais pas s'il a Il y incorporé a de nouvelles ici, personnes. il y a encore, je sais pas, mais je sais qu'il y a toujours les mêmes, les Ok. 2-3 personnes là, c'est toujours les mêmes. Voilà, donc, et ça, c'est une des grosses critiques qu'on avait fait à Ruben Amorim, c'est le côté Ouais, c'est pas forcément que les agents qu'il a actuellement étaient incompétents, loin de là, hein, parce que parce ce qu'il qu'il a les réussi à challenge faire pas. jusqu'à maintenant, mais c'est le côté, même eux, en fait, est-ce qu'ils sont capables de challenger Ruben Amorim sur des expériences qu'ils n'ont pas encore vécues? Hmm, C'est ça le truc. c'est clair. Et quand tu vas prendre alors,
Arteta et Maresca ont beaucoup appris de lui, tu vois, mais un Pep Linders va te challenger sur le fait que moi j'étais ton adversaire pendant 7-8 ans. Donc j'ai vu certaines choses dans la préparation de match de ton équipe. Et pourtant Linders, oui, c'est vrai qu'il a ce côté de adjoint de Klopp, donc c'était le côté très intensité, très pressing et tout. Linders, pour la petite histoire, est quand même très longtemps formé au Portugal, à Porto, a fait beaucoup de gammes à Porto. Et le jeu à ce moment-là, il est beaucoup plus quand même tourné sur son idée, sur le côté un peu, aussi football positionnel et l'importance de l'organisation plus que de la transition et du pressing. Et que ça arrive un peu plus avec Klopp, mais quand même le Liverpool de Klopp est un peu plus performant dans les moments avec ballon, avec l'arrivée de Linders après la deuxième saison de Klopp et quand son adjoint, dont j'ai oublié le nom, qui est historique, qui a une réputation un peu bizarre, dans la relation avec Je les vois gens. celui avec les cheveux mi-longs. Oui, voilà. Et qui lui était très dans les idées de Klopp. Et Linders arrive, est nommé premier adjoint avec Klopp, et finalement challenge Klopp sur pas mal de choses, et le Liverpool est plus performant avec ballon. Mais donc Linders a cette base-là de sa formation et de ses premières années en tant que coach. Et donc ouais, mais Guardiola l'appelle malgré tout parce que, le fait venir, et c'est un très très beau symbole de se dire, moi je prends l'adjoint du coach qui m'a le plus challengé sur les 7 dernières années. 7-8 dernières années, tout de suite, tu vas te poser des questions différentes, tu vas te changer. Ça, le truc, c'est que, et avec Ruben Amorim, on s'était dit que il peut être très compétent, mais c'est le côté de pas vivre certaines expériences et de pas être challengé qui peut poser problème. Et à Guardiola, ça, c'est vrai que c'est un des grands mérites de sa carrière, c'est d'être assez confiant sur ses qualités à lui, de pas tout révolutionner non plus, mais de prendre, et en fait, d'être capable de prendre des gens qui peuvent penser différemment ou vraiment différemment de lui ou qui sont capables de le challenger et de rester compétitif et de pas rester borné, d'avoir fait quand même malgré tout toutes les évolutions et tous les ajustements ensuite qu'on connaît par la suite avec de nombreux profils et de nombreux postes. Et ça, c'est vraiment encore une fois, mais lui mettre à son crédit, hein, c'est l'une des choses les plus, je pense, les plus symboliques aussi, c'est ce travail-là avec ses adjoints et ensuite tous les adjoints qui sont partis ailleurs. Et bon, je suis bien, on en a un dans mon club et qui fait du très très bon travail aussi et qui est aussi un beau symbole parce que première saison, demi-finale européenne en Europa League avec Braga, c'est aussi témoignage d'entraîneurs au-delà de l'idée, d'entraîneurs quand même qui partent de chez Guardiola, cette école-là, en tout cas, de ce centre de formation aussi très des entraîneurs qui deviennent très compétents et qui sont capables d'entraîner un peu partout ensuite. Est-ce qu'on peut dire que l'école Guardiola, c'est le HEC du football, des entraîneurs du football? Je te laisse avec cette comparaison. Blague à part, mais pour faire la transition et donc pour le remplacer, le club fait le choix de la continuité en récupérant un enfant du City Group, l'italien Enzo Maresca, puisque comme on l'a dit précédemment, c'est là qu'il y a fait toutes ses classes en tant qu'entraîneur, dont notamment en tant qu'adjoint de Guardiola lors de la saison du triplé, avant de partir du côté de Leicester puis de Chelsea. De mémoire, il bosse au sein du City Group. Après, à la fin de sa carrière, il rejoint le City Group. Il se teste à Parme en tant qu'entraîneur, ça marche pas. Et là où d'autres entraîneurs auraient pu se morfondre et rejoindre d'autres clubs dans d'autres divisions inférieures, etc., lui décide de repartir du côté du City Group et c'est dès là qui rejoindra Guardiola et il y a la saison du triplé, etc. Et tu vois, même là, c'est peut-être une preuve aussi d'intelligence, c'est que tu t'es pas enfermé dans l'ego de te dire je suis entraîneur d'une équipe première professionnelle, je dois être cet entraîneur-là. Non, tu repars faire tes gammes, tu vas ramasser les coupelles à l'entraînement, etc. avant de repartir et puis tu pars à Leicester, puis à Chelsea. D'ailleurs, quand l'hiver dernier, il y a eu les premiers vrais contacts officiellement pour reprendre City cet été, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était parti voir ses dirigeants à Chelsea pour leur dire qu'il comptait retourner du côté de Manchester et ce qui aura valu son départ précipité de Stamford Bridge et qui, par la force des choses, aura aussi précipité la fin de saison des Blues de Chelsea qui perdront, on peut dire tout après son départ, y compris certains joueurs majeurs qui disaient ne plus comprendre ce projet. Je veux dire, le départ de Maresca, c'est l'effet domino, c'est l'arrivée de Rossenior, c'est les 6 mois cataclysmiques, c'est les déclarations de Cucurella qui dit qu'il ne comprend plus rien au projet, qui veut partir. L'élimination face au PSG, hein. Ouais. 4-os. L'élimination vraiment, je veux dire, le match, tu trembles pas, quoi. Alors que normalement, avec un tel effectif, si tu dois, quand t'es PSG, que tu joues ce Chelsea-là, sous Maresca, je veux dire, tu vois vraiment une différence entre le Chelsea de Maresca et le Chelsea de Rossenior. T'as Enzo Fernandez, à un moment, on lui dit,
tu te verrais vivre où? Le mec qui te regarde dans les yeux en interview, il dit Madrid. Alors que le mec est lié au Real en rumeur de transfert et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce que ce club est en train de devenir? Mais dans un premier temps, et même si tu l'as laissé transpirer, mais qu'est-ce que t'inspire le choix Maresca? Et si tu peux nous le présenter? Enfin, tu vois, dans les idées Alors, tactiques, oui, etc. le Maresca, enfin, moi, je commence, je pense vraiment à le connaître après, enfin, sur sa saison à Leicester. Parce que, tu vois, même si c'est pas un joueur, enfin, il a été joueur et c'est pas le joueur qui m'a marqué, tu vois. Joueur Mais Europa League, on peut dire. Un voilà, mec joueur qu'on voyait en Europa League, Europa League, Olympiakos, à Séville, Séville, voilà, c'est ouais, ça. Olympiakos. Et donc, mais tu vas quand même regarder parce que c'est l'ancien agent de Guardiola, tu vois. Arteta, tu regardes parce que c'est aussi Arteta et que Arteta, par contre, en termes de gens, nous a beaucoup plus marqué quand il signe Arsenal. Tu vas quand même regarder Maresca à Leicester et même s'il y avait une belle équipe et une équipe qui, très rapidement, en fait, on sent qu'il est, voilà, qu'il sait exactement quoi faire. Son idée est très claire et il s'est très très bien implémenté et ça marche au début très bien, très vite. T'avais les élèves, je crois que t'avais Fataou qui passait par le Sporting, qui prêtait par le Sporting à ce moment-là. Mm. Tu dois avoir Mavididi dans cette équipe-là. Tu dois avoir l'actuel gardien de West Ham, Hermansen, qui était à Brøndby juste avant, qui a excellent jeu au pied et tout. Donc t'as une Didi encore qui est au milieu de terrain. Donc t'as une équipe qui comprend très rapidement son idée positionnelle et ça, sur trois quarts de la saison, ça fonctionne très bien. T'as un peu, après c'est la Championship, donc des fois, bon, le rythme fait que c'est que une défaite ou un match nul par-ci par-là et tu rentres dans une dynamique un peu négative parce que bah tu joues 3 jours après et donc c'est ça, tu peux rentrer dans un cycle un peu moyen, mais globalement ils font une très bonne saison. C'est vrai qu'il y a la période de Noël de mémoire qui est un peu plus compliquée, mais ils trouvent des solutions pour malgré tout pour redresser la barre de la performance globale de son équipe. Donc intéressant, vraiment intéressant. Et pour une première saison en Championship malgré tout, enfin une première saison post-Guardiola avec ces idées-là, très encourageant et c'est pas pour rien non plus que que Chelsea vient de chercher tout de suite après, tu vois. C'est parce que oui, il y a des bases, il y a des fondations qui sont dans son coaching, dans sa façon d'entraîner, dans sa façon de jouer, tu sais que ça peut fonctionner en Première Ligue. Arteta est là depuis quelques saisons, ça fonctionne, ça commence à fonctionner avec Arsenal, Guardiola c'est Guardiola, donc tu sens que à Chelsea, bon, on peut peut-être récupérer un disciple qui soit capable de, de, d'atteindre un peu ces sphères-là en termes de compétitivité. Première saison, elle est correcte à Chelsea, elle reste correcte. T'as ce pic, la Coupe du Monde des clubs. Et ça, c'est Tu te peut-être un. qualifies pour la Champions quand même après, au-delà de correct, moi j'ai envie de rajouter quand même que tu te qualifies pour la Champions après 2-3 ans sans Oui, qualification. mais tu vois, avec autant d'argent dépensé, est-ce que c'est. Tu vois, c'est ça, je me dis aussi, bon, c'est pas Est-ce que qu'il y c'est a beaucoup normal, d'argent dépensé sous Maresca quand il arrive, t'en as un de peu avant. mémoire? C'est surtout sous Pochettino et sous Graham T'as Potter Pochettino, et Tuchel même. Quand tu vas chez les Koulibaly, tout ça, ça intervient sous t'as, Tuchel. ouais, t'as Enzo Fernandez qui arrive, je Caicedo, crois, 6 mois avant. Caicedo, Ca- Caicedo, Caicedo, c'est c'est Maresca. Pochettino. Non, Oui, Pochettino. peut-être. Euh, c'est Graham Potter qui récupère Enzo et Caicedo récupère et vient sous Pochettino. Oui, mais tu vois, est-ce que c'est, Lui, il c'est pas parce que récupère c'est Joao Pedro. anormal, c'est pas parce que c'est anormal de ne Ouais. pas s'être qualifié pour aller des champions avec cet effectif-là que ça devient extraordinaire. Enfin, bon, Pas extraordinaire, que ça devient. extraordinaire, mais au moins tu sens que tu re-rentres dans le rang et que tu redeviens un club pris au sérieux en Ouais, je première vois ce ligue. que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais et à ce Tu pic, tu retrouves vois, ton rang du moins. et t'as le pic Coupe du Monde des clubs. Alors après, on pouvait tous débattre de l'utilité de cette compétition, mais sur la finale, oui, il y a toute l'énergie, le PSG, saison enfin, extensive sur toute une année et tout. T'es quasiment sur 12 mois de préparation, 12 mois de compétition, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais sur la finale, t'es plus fort. Enfin, t'es plus fort. Ton plan de jeu, arrive au milieu de terrain, cet individuel où tu restes toujours sur l'individuel, tu transfères pas les marquages et tout. Ça passe, tu vois. Donc déjà, c'est un point où on peut vraiment, là par contre, on peut à mettre à son crédit, c'est le côté que sur la préparation de certains matchs et des grands matchs, il a montré des choses intéressantes, des choses même très intéressantes notamment face à ce PSG à ce moment-là. Donc le profil il est là. Moi, ce qui me gêne, c'est un très bon entraîneur, hein. Attends, Moi, ce qui me gêne, avant que je te coupe sur les vas-y. points négatifs, c'est, et tu viens de l'évoquer, mais c'est la préparation des gros matchs. C'est-à-dire que son Chelsea il ne décevait jamais dans les gros matchs. Que ce soit en Rarement. première ligue,
Bah, moi, tu vois, j'ai pas de souvenir de Chelsea qui s'effondre dans un gros match de Première Ligue. Ils répondaient Non, mais toujours est-ce qu'en présent. Premier League, enfin, c'est un peu de mémoire, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus des matchs où t'arrives pas à avoir cette marge en plus pour gagner les matchs? Moi, j'ai l'impression que ça fait souvent quelques matchs nuls, tu vois. C'est très équilibré et tout, et Il y a que beaucoup de matchs nuls, c'est Chelsea vrai. arrivait pas à équilibrer pendant un temps, c'est vrai. Mais est-ce que, bon, après, il fallait peut-être un peu plus de temps qu'un an et demi à Chelsea. Ça peut être bien Et, son crédit, tu et tu vois, en Champions, ça, ce match face au Barça où ils viennent, tu vois, mais 3-0. vois. Ouais, ça, c'est vrai. Euh... Non, mais je trouve que les gros matchs étaient toujours bien bossés du côté de Chelsea. Mm. Après, je suis d'accord avec toi, peut-être que le Delta, du moins, peut-être que il fallait un supplément, peut-être enfin, comme tu dis, après, il y a eu qu'un an et demi à Chelsea, mais est-ce que tu pouvais pas non plus aller chercher la victoire? Parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, t'étais mené, t'égalises tu vois, j'ai en mémoire, je sais pas si tu t'en souviens, mais le match nul contre Liverpool en octobre dernier ou septembre dernier, je sais plus. Et, où Liverpool mène à Stamford Bridge et Chelsea égalise à la toute fin et tu sais, c'est la course de Maresca, qui te rappelle un peu celle de Mourinho à Old Trafford Mm. à l'époque, quand il était à Porto. Et il a une qualité, je trouve, avant, parce qu'après, je pense que tu le présenteras bien mieux que moi. Il a aussi une qualité, Maresca, c'est qu'il est fédérateur. Tu vois, dans le management, il va composer avec un certain nombre de joueurs. Il va pas forcément composer avec 30, 40 joueurs comme il pouvait avoir à Chelsea, mais il va composer avec un certain nombre de joueurs et ces mecs-là, ils vont aller au bout avec lui. Par Ça, contre, il ça tranchera. peut être à Il mettre son mettra. crédit. Hmm. Après, il fallait forcément trancher à Chelsea, tu vois. Il y a Ouais. vraiment le joueur qu'il fallait. Mais je suis d'accord avec toi que, après, c'est dur à comprendre. Enfin, après, on n'est pas tout le temps enfin, on n'est jamais dans le vestiaire d'ailleurs. Mais c'est vrai que enfin, il part de Chelsea, mais quand il part de Chelsea, on n'a pas la sensation que c'est parce que l'effectif l'a lâché, tu vois. Même sans savoir tout ce qui se passe autour de City, tu vois, tu sais que c'est autre chose, que c'est pas, même si les résultats étaient commencent à être un petit peu moins bien, enfin, bah, t'as des périodes comme ça en Premier League, tu vois, de 3 matchs où tu fais un match nul, de défaite, Hmm. ou une défaite, un match nul, et tu te poses des questions. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette sensation-là, ce qui est quand même enfin, ouais, ça reste très important, mais c'est, tu vois, malgré tout des compétences bases pour être un entraîneur de haut niveau, tu vois, je trouve. Et moi, ce qui m'a gêné un peu plus avec lui, c'est, cette volonté de vouloir retourner forcément à City. Tu sens que c'était, enfin, tu vois, contrairement à Arteta a voulu créer son histoire avec Arsenal. Alors après, il a été joueur à Arsenal, ça c'est vrai. Et que c'était plus facile de créer cette histoire-là. Mais tu sens que, même si il récupère pas un super City, il récupère un City dans un très bon état malgré tout. Et comme tu l'as dit, sûrement que tu as des choix qui ont été faits par rapport à sa venue, sur les derniers mercato. Mais il vient pas à City en 2024. Il revient à City en 2026, ou dans un City qui sort peut-être de ses 2 moins bonnes saisons sous Guardiola. Donc il arrive avec un très bon héritage, mais pas avec le meilleur héritage possible Hmm. que tu puisses avoir en succédant à Guardiola. Et que malgré tout, succéder à Guardiola, c'est vrai que ça reste un défi. Mais il aurait pu créer cette histoire avec Chelsea. Ça aurait été quand même malgré tout très valorisant d'arriver à faire avec Chelsea, qui gagne pas le titre depuis des années, d'ailleurs depuis 2017 avec Conte, d'arriver à créer quelque chose et d'arriver enfin à faire de ce projet que tout le monde dit, que la terre entière dit, est impossible à gérer, c'est un club inentraînable, d'arriver à, avec tous les mêmes, tu vois, c'est un peu con, tu vois, mais un peu tous les mêmes, toutes les moqueries qu'on a sur Chelsea. Tu vois, on se moque de Chelsea, mais maintenant pour tout, tu vois. Il dépense 100 millions d'euros pour Rodgers, on se moque d'eux. Il dépense, enfin, ils vont chercher Welbeck et Henderson pour mettre un peu plus d'expérience dans leur équipe. On se moque d'eux parce qu'on dit que c'est deux vieillards de FIFA 2016, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, on se moque de Chelsea pour tout par rapport à ça. Donc ça aurait été fou. Et en fait, Arteta, on s'est moqué d'Arsenal, on s'est tout le temps moqué d'Arsenal par rapport au côté loser. Ah bah, et à un moment, tu travailles, et t'as la reconnaissance d'avoir réussi à briser ce cycle. Maresca aurait pu être, avec Chelsea, incarner en tout cas le visage d'un club. Là, il incarne juste cette volonté de retourner un peu dans le confort de City, je trouve. C'est mon avis, je peux comprendre qu'on puisse en débattre, mais je trouve que c'est un peu obsession, limite, de retourner à City dans son confort et dans peut-être un club, peut-être qu'il aime plus que Chelsea, peut-être, ça c'est possible. C'est ce Ouais. qu'il laisse transparaître en tout cas. Et qui préférait peut-être gagner plus à City qu'à Chelsea. Mais bon, je pense que tu vois, des fois, à ce niveau de compétition, à ce niveau de. Il y a un autre facteur aussi, c'est qui vaudra ce qui vaut, mais c'est que même sa relation avec les supporters à Chelsea, c'est plus un mariage de raison qu'un mariage de passion et Je, d'amour. je peux l'entendre. Mais Là tu vois, où à City, tu vois, quand il est annoncé, c'est le retour de l'enfant à la maison. C'est oui, il y vraiment a, il tout y est a, il y a ce articulé côté-là. autour de ça, où c'est he's one of our own, he's one of tu vois, il est l'un des nôtres, he's one of us. Tu vois, c'est vraiment ça. Et et je pense que
Tu vois, Maresca, c'est quand même un produit du football anglais. En tant qu'entraîneur, attention, pas en tant que joueur. C'est un Complètement. Italien c'est un produit du football anglais qui a fait ses gammes en Angleterre, en tant qu'adjoint. Mais t'as vu, tu l'as dit, il est parti à Leicester en seconde division, il est parti à Chelsea, etc. Je me dis, dans quel contexte aurait-il pu repartir après ça? Chelsea, il y a un autre facteur aussi qu'on n'a évidemment pas évoqué, mais c'est la gestion cataclysmique du club par la direction. C'est tout ce que, tu vois, il y a deux propriétaires, même si j'ai l'impression que ça s'est un peu résolu, qu'il y en a un qui a des parts plus importantes que l'autre aujourd'hui, mais t'as des propriétaires qui étaient pas forcément d'accord sur le projet sportif à mettre en place. Lui, il est au milieu de tout ça. Euh, on lui prend des joueurs, on lui sort des joueurs, on lui ramène des joueurs qu'il voulait pas forcément. Tu vois, c'est compliqué quand même. Là où quand tu vas dans le City Group, on pourra critiquer tout ce qu'on pourra critiquer la multipropriété, tout ce qu'on veut. Mais c'est du tout droit, ça va droit, c'est Ferran Soriano, c'est la tête pensante du projet, c'est quelqu'un qui connaît le football, tu vois, tout est clair. Et lui, Ouais. il sera à City, il sera dans un rôle de manager, et il sera là pour manager. Et il a son N plus un qui est, euh, oh, Hugo Viana. Mhm. Et après, il y a Soriano. Mais en fait, tout est clair dans la hiérarchie. Et il sait ce qu'il aura à faire, ce qu'il n'a pas à faire. À Chelsea, t'es un peu dans le PSG avant Luis Enrique et avant Luis Campos. Où, tu vois, Tourelle, il dit, quand j'étais au PSG, j'avais l'impression d'être un politicien. Bah, c'était un peu le cas à Chelsea. Non, vraiment, c'est peut-être la critique la moins forte que je puisse lui faire. Parce que c'est vrai que je peux comprendre l'idée d'aller dans un endroit, pas fort. Il y a du confort, certes, mais d'aller dans un endroit plus stable. Et que c'est vrai que Chelsea te laisse pas transparaître ça et que pour ta carrière et tout, tu peux l'entendre. Mais, mais sinon, les deux autres choses que je lui reproche un peu, ça a été, enfin, surtout une chose, c'est après la blessure de Colwill, tu vois, l'année dernière, où il demande absolument un remplaçant. Et pourtant, tu as déjà un effectif qui est immense. Mm. Et en fait, c'est peut-être qu'il estimait que tous ces remplaçants-là, tu vois, ne sont pas capables. Et il y a des joueurs qu'il a pas fait venir et qu'il n'était pas forcément d'accord. Mais ça laisse transparaître quelque chose au niveau des entraîneurs même du football de haut niveau, qui me gêne beaucoup, c'est le côté que c'est laisser un peu des joueurs sur le côté, de ne pas être capable de valoriser tout ton effectif ou de forcément demander à ton actionnaire de dépenser 60-70 patates de plus parce que les joueurs que tu as déjà avant ne correspondent pas ou ne correspondent pas exactement à ton idée et que tu peux forcément en remplaçant et tu veux encore dépenser de l'argent pour ça et que tu laisses, t'es dans un club où c'est pas des réservistes, c'est pas des actifs, ça reste des humains et que tu mets sur le côté parce que ta politique, c'est d'acheter, de faire ce genre de choses. Et c'est le côté de valorisation de l'individu avec lequel j'ai pas mal de mal avec pas mal d'entraîneurs qui arrivent à ce niveau-là et qui se disent non, j'ai pas besoin de me faire chier à faire évoluer un joueur pour qu'il corresponde exactement à mon idée, je vais en acheter un. Ça me gêne. Ça me gêne et ça Mm. laisse transparaître ce côté que ça donne l'impression, oui, à ce niveau-là, on ne devrait pas avoir le temps de développer les individus et de développer les joueurs. Moi, je trouve que non. À ce niveau-là aussi, ça fait partie de ton métier d'entraîneur. Ça doit faire partie de ta vocation en plus d'être performant collectivement, c'est de faire évoluer les joueurs au sein de ton idée collective et de pas toujours les laisser sur le côté, de pas laisser sur le côté les joueurs qui correspondent pas exactement ou même pas à 70% à ton idée que tu serais pas capable de faire évoluer. Ça donne l'impression en fait que t'es pas capable de faire évoluer certains joueurs et qu'il faut qu'ils soient absolument prêts dans ton idée pour pouvoir performer. Et après ces joueurs-là, si t'en as un ou deux qui se blessent, comment tu fais? T'as des joueurs au placard, en tout cas sur le banc, en réserve, qui doivent monter, des jeunes, comment tu fais pour les faire évoluer si t'es dans une situation où t'as un joueur blessé, deux joueurs blessés, ils vont pas correspondre exactement à ton idée. Tu dois trouver des solutions là-dessus. Et même si on l'a un peu, enfin, on a mis à son crédit pour moi la capacité à trouver des solutions dans les grands matchs, la conférence, je crois que c'est après Sunderland, où il dit, Sunderland, ça fait 4 mois ou je sais pas, 10 matchs qu'il joue à 4 derrière, et façonné joue à 3 derrière, on n'a pas trouvé les solutions. Ça, c'est le côté, tu vois, manque de tout, moi, ce qui peut me faire peur si j'étais supporter de City, c'était le côté, c'est ton rôle. T'as des solutions, t'as des problèmes. Enfin, le métier d'entraîneur, t'as un paquet de problèmes et ce qui est beau dans ce métier, c'est que tu dois en tout cas démontrer que tu es capable de trouver des solutions pour pouvoir pallier ces problèmes. Et là, ça donne l'impression sur certains scénarios dans sa carrière à Chelsea sur la dernière saison, qu'il a pas trop envie il a pas envie de réfléchir à tous les problèmes sur lesquels il peut tomber. Il veut réfléchir que sur les problèmes qui lui plaisent tactiquement, d'un point de vue de la préparation stratégique des matchs, d'un point de vue du jeu, ok, de positionnement, de un mètre à côté, un mètre plus loin, un mètre écarté, un mètre à l'intérieur, ce genre de choses-là. Mais la gestion la gestion de certains cas, la gestion de la progression individuelle des joueurs,
la gestion, parfois la surprise qu'un club, d'une situation tactique que Régis Lebris peut t'imposer sur ce match-là. Tu vois, c'est Sunderland promu. Que t'arrives et que t'arrives avec ce discours plein pas de défaitisme, mais si, un peu de incapacité à trouver les solutions sur ce moment-là face à un promu. Je dis pas que c'est rédhibitoire, mais c'est des choses qui me gênent dans la personnalité de l'entraîneur et qui pourraient me gêner encore plus si c'était l'entraîneur de mon club, tu Ouais, c'est vrai, ça s'entend. Après, tu vois, moi, c'est peut-être à mettre ça peut être dû à un manque de travail, mais tu sais, ça correspond aussi. Je crois qu'on a 2 mois entre le moment où Maresca. En fait, le sentiment que j'ai, moi, c'est que les 6 premiers mois, et c'est peut-être la chose que je lui reprocherai le plus, c'est que pour moi, il a pas été professionnel sur ces 6 derniers mois à Chelsea, vois. où il a laissé l'équipe tourner. Euh, Tu te montres un peu sur certains gros matchs, tu vois, j'évoquais Liverpool, j'évoquais Barcelone, etc. Mais au-delà de ça, l'équipe, j'ai l'impression que il n'y a pas eu le travail nécessaire et le travail qui aurait dû être fait de sa part. Mais je Après, pense que ça va mettre en corrélation avec le fait qu'il était déjà d'accord avec c'est ça. City Et ça, c'est, et qu'il en savait fait, qu'il partirait. et dernier point, tu vois, c'est pas, de se dire le côté, il voulait absolument revenir chez nous, ça fait 1 an qu'il veut revenir chez nous. C'est pas le bon mindset. C'est un peu comme les joueurs, tu vois, Ouais. quand les clubs veulent un joueur et que le joueur part au clash avec son club actuel pour venir chez toi. C'est pas un bon indicateur pour moi. Si t'as un mec qui est capable de faire ça à ton club, ou au club à qui il appartient pour venir chez toi, il va faire ça chez toi aussi. Il va avoir, s'il est capable de faire ça une fois, pourquoi il le ferait pas chez toi quand il va avoir une meilleure proposition, il va vouloir aller ailleurs. L'état d'esprit est pas bon dans le joueur, tu vois. Dans le côté, oui, ça peut être un très bon joueur, mais dans le côté des valeurs humaines et cette capacité-là, et que ça joue sur le professionnalisme du gars dans le club, dans l'autre club, il va arriver chez toi, il peut te faire la même chose, il peut avoir des comportements peu professionnels. Donc le Bah, côté tu vois, Maresca, ça, c'est pas dis-moi. applicable qu'aux joueurs de foot, hein. Non, c'est pas C'est aussi applicable qu'au joueur de foot. assez applicable aussi aux hommes et aux femmes qui, Mais des ça, fois, sont dans un entre-deux dans une relation. alors là, mon Yacine, il n'y a pas d'Annie, on va pas rentrer dans ce genre de choses. On va rester concentré sur le foot. On n'est pas assez, là, le podcast, il est sérieux. On met une balle à notre frère qu'on embrasse. S'il écoute le podcast, il a intérêt à l'écouter jusqu'à 7h21 pour, euh, pour nous envoyer un message sur le groupe. Mais pour dire que ça marche aussi pour les entraîneurs. Si le gars, ça fait 1 Bien an, sûr. il se disait, bah, moi, de toute façon, l'année prochaine, je signe à City. Guardiola, j'ai son numéro, il dit, je fais 1 an de plus, je prolonge, et si c'est Mm. vrai, si le scénario est vrai, parce que, en tout cas, ce qui est vrai de vrai, ça on le sait, c'est que au mois de décembre, ils pensaient aller à City. Et comme tu le dis, sûrement, ça qu'on n'a pas forcément Sûrement les preuves, mais qu'avant. sûrement que déjà depuis 2-3 mois, et donc c'est-à-dire que là tu remontes à octobre de l'année dernière, il y pense déjà. Quand il pense déjà et que tu vois que ton équipe elle manque un peu elle est pas aussi sérieuse, en tout cas elle a pas le même socle, le même confort que l'année dernière, bah c'est peut-être qu'en effet que ton entraîneur Il a la il tête est pas ailleurs. complètement focus sur ton projet. Ouais. Et tu vois, Guardiola, on en parlait quand c'est bizarre, mais enfin oui, sur le côté, bah son équipe, le moment où où son City est le moins performant, donc la saison 2023-2024, où il commence à perdre ce match face au Sporting à la balade, c'est le moment où t'as toutes les rumeurs qui sortent par rapport à sa situation familiale. Tu vois, il y a des choses, si t'arrives pas à être complètement concentré sur ton métier d'entraîneur qui te demande plus que 100% de ta concentration, bah, et là, par rapport à Guardiola, c'était personnel. Là, c'était Maresca, c'est potentiellement parce que c'est un manque de professionnalisme. Donc ça, tu vois, ces petits indices qui me font dire que c'est juste au-delà de l'idée, tu vois, de l'idée de jeu, parce que l'idée de jeu, on est tous d'accord, ça va Mm. pas être la même, mais ça va être similaire. C'est pas la question, c'est la Pour question moi, ça va être de assez similaire, mais j'ai l'impression que ça va être similaire, mais tu vas retrouver un petit peu de ce que tu peux retrouver dans le PSG Luis Enrique, à savoir, tu sais, des moments où la base va être le jeu positionnel, mais tu vas retrouver beaucoup plus de transition que ce que tu pouvais retrouver avec Guardiola, même s'il y a eu du changement chez Guardiola sur la fin. Et tu vois, notamment dans le rôle des ailiers, c'est ça pour moi qui sera aussi, bah, je sais pas, c'est un peu la lecture que je peux faire, c'est une sorte ça va être un petit peu plus moderne que ce que on pouvait toujours voir avec Guardiola. Ça veut pas dire que ce sera mieux, mais ce sera plus à l'ordre du jour. Même à la perte de balle. moi, Je sais je pas, veux bien qu'est-ce que t'en penses? moi, je veux bien ton argumentaire complet sur pourquoi tu trouves que Maresca est un très bon choix. Ah, Pourquoi Maresca est un très parce bon que choix? Parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est un entraîneur qui est quand même habitué à la première ligue, qui a quand même évolué qui a travaillé à Chelsea, qui est pas le meilleur contexte pour travailler, je trouve.
mais il y est, il arrive à avoir des bons résultats dans un premier temps. Là, il retourne dans un club qu'il connaît. Enfin, je veux dire, tu vois, t'arrives pas, c'est pas, c'est-à-dire que, et justement, c'est pour ça, enfin, je vais te répondre à 100%, mais c'est en lien avec ma prochaine question. C'est généralement quand t'as un coach générationnel, type Ferguson, type Wenger, type Klopp, quand t'as un changement après ce genre d'entraîneur, c'est souvent synonyme d'échec. Donc, tu vois, Ferguson, tu vas chercher Moyes qui est à Everton, euh, ça prend pas, mais parce que Moyes n'est pas habitué à ces contextes-là. Il est à Everton, qui est le club qui est 6 septième de première ligue. Boum, tu le ramènes chez les champions. Il y a tout un changement de générationnel à effectuer. Il est pas prêt pour ça. Quand tu vas chercher, après Wenger, tu vas chercher Unai Emery, qui est un très bon entraîneur. C'est pas un entraîneur qui est habitué à la première ligue. Et en fait, c'est un tout nouveau contexte. C'est un super coach, mais c'est un coach espagnol, du championnat espagnol. Et là, tu l'amènes en première ligue. Et d'ailleurs, tu le vois sur les mercatos qu'il effectue, c'est pas, quand il va chercher Torreira, qui est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur de première ligue, Torreira. C'est un joueur que tu peux mettre dans le championnat espagnol, mais pas en première ligue. Et, euh, et en fait, tu te prends une grosse claque parce que tu te dis, en fait, tu commences de beaucoup trop loin. Et donc, quand tu es dans ce genre de club, tu dois, dès le début, être performant. Guardiola, quand il part de Barcelone, c'est Villanova. Alors, malheureusement, pour lui, pour sa famille, et puis pour tout l'univers Barcelone, bah, il reste qu'un an parce qu'après, il est malade, etc. Mais tu vois, là, l'idée est bonne à la base. Mais qu'est-ce que tu vas chercher derrière? Tu vas chercher, comment ça s'appelle? Gérard Tata Martino. Martino. Mm. Ouais. Et lui, pour le coup, t'as l'impression qu'il vient plus en tant que copain du papa de Messi que, tu vois, c'est pas forcément, y a pas une grosse réflexion et tu prends du retard et c'est finalement quand tu ramènes une personne qui connaît l'environnement barcelonais avec Luis Enrique que tu redeviens compétitif. Là, tu perds Guardiola, mais tu repars pas de zéro parce que tu as un entraîneur qui connaît la Champions League, qui connaît le football anglais, comme je te dis, c'est un produit du football anglais, qui a été compétitif avec Chelsea, qui a bossé avec Guardiola, qui connaît le club. Et en fait, je me dis, c'était peut-être la personne idéale pour tout ça. Enfin, aujourd'hui, je préfère partir avec un Maresca, qui n'est pas le top manager que Guardiola est, ou que Klopp, etc. Mais, il y a un socle qui est assez, enfin, je veux dire, le socle de base, il est quand même, tu vois, il arrive pas dans l'inconnu. Et tu fais la transition qu'on évoque depuis tout à l'heure, bah finalement, quand tu arrives à Maresca, je trouve que Maresca peut incarner cette transition vers quelque chose de nouveau. Est-ce que Maresca va faire 10 ans City? J'en sais rien. Est-ce que Maresca va être compétitif comme l'a pu l'être Guardiola? Probablement pas. Mais je pense qu'avec Maresca, tu retrouves, tu seras compétitif dès la J1. Tu vas pas prendre le retard que Arsenal a pu prendre avec Unai Emery ou autre. Tu vas être compétitif dès le début. Le club a déjà effectué ce renouvellement d'effectifs. Tu as déjà des joueurs qui ont entre 22 et 26 ans, qui sont compétitifs, qui sont déjà habitués à la première ligue, tu vois, quand tu es chez T'inquiète. finalement, tu retrouves, tu as déjà un effectif qui est déjà prêt à repartir et tu as, finalement quelques ajustements à effectuer au milieu de terrain. Alors, ça va être des ajustements qui vont être très importants, mais je trouve qu'en fait, dès le début, tu vas être compétitif. Et dans les idées, tu t'éloignes. Forcément, il y a des changements par rapport à Guardiola, mais tu repars pas de zéro. D'où le fait que je suis assez content du choix de Maresca, même si je suis pas forcément supporter de Manchester City. Non, alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, mais c'est plus la question entre le mercato qui a été fait sur les 3 derniers mercatos qui ont été faits, de côté, sur la fin de la durée de Guardiola pour préparer. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est vraiment quel est le lien entre le mercato que tu as réalisé et tu vois, ça revient vraiment à la première question sur le choix Maresca, avant de se dire est-ce que c'est Maresca vraiment qui va prendre tout ça, t'avais des changements, t'avais des transferts qui étaient peu habituels. Les Kuzanov, les Cherki, les Aïn-Nouri. On n'a pas parlé de Reinders et il faudra en parler parce qu'il a annoncé sur le départ. Et je trouve que c'est aussi un symbole un peu important. Mais tu sentais une diversité sur certains profils, enfin, qu'on voyait pas forcément avant à City dans une équipe de Guardiola. Et là, on te dit, bah, c'est sûrement pour préparer l'arrivée du nouvel entraîneur qui va avoir des idées peut-être un peu plus
qui vont rester similaires, mais qui vont se porter un peu plus ce spectre-là, un peu plus fluide, avec des ailiers un peu plus intérieurs, comme Semenyo, qui vont être pas que sur la largeur à percuter, type Madueke et Saka Arsenal, où t'as l'impression que c'est des robots à ce niveau-là, mais que tu vas chercher un peu plus, tu vas chercher différemment. Et tu cherches Maresca. Et en fait, c'est ça qui me gêne, en fait. C'est tu prends Maresca. Et pour moi, Maresca, en fait, il t'apporte tout ce que t'as dit, mais par rapport au profil des joueurs qu'on a aujourd'hui, qui ont été achetés, en fait, je vois pas la cohérence. Et quand tu vois un Reinders, par exemple, Reinders, c'est profil très différent de Cherki, mais profil très différent des milieux que City a eu sur les dernières années. Beaucoup plus dans la conduite de balle, beaucoup plus dans porter le ballon sur plusieurs mètres, plus dans le côté de transition, a besoin de plus de mètres à explorer par le dribble pour pouvoir être impactant, des courses de loin dans la profondeur, même si le bloc est un peu plus bas, d'importer ce genre de course. Et là, le truc, c'est que Reinders, si on annonce sur le départ, on a un an après, on l'annonce déjà sur le départ, alors que sa saison est quand même Ça y est, plutôt normalement, correcte. il part Je en crois que c'est Arabie fait à Saoudite, ce que j'avais vu. 90%, tu vois, en Arabie Saoudite. Donc après, peut-être que c'est le côté Arabie Saoudite. Mais si c'était un profil si important que ça, parce que c'est un profil différent de ce que tu as d'habitude. Tu dis, tu le prends. Mais moi, je pense que ça marche pas avec Maresca, parce que quand tu prends ce qu'il avait à Chelsea, c'était des joueurs très athlétiques, mine de rien. Alors pourquoi tu prends Reinders il y a un an? Si c'est pas pour préparer déjà ce que tu vas faire après le poste du Guardiola. Parce que tu fais quand même, là, tu fais aussi une plus-value, mine de rien, sur le départ de Reinders, et je pense que je me dis, c'est une bonne affaire, de par le joueur que c'est, et si ça prend, ça prend, si ça prend pas, tu pourras toujours ressortir, pour le même montant, voire plus, si ce n'est plus, un an plus tard. Oui, mais est-ce que, enfin, en fait, moi je me dis, est-ce que vraiment ces genres de profils-là, en fait, ils ont été achetés pour Maresca, ou est-ce qu'ils ont été achetés pour la fin de saison de Guardiola, pour essayer finalement de économiser un petit peu une certaine énergie à un entraîneur comme Guardiola sur le côté. Maintenant, j'invite mes joueurs par eux-mêmes, trouvent certaines solutions par eux-mêmes. Dans le sens, Cherki trouve des solutions et limite Guardiola, sur interview après son coup du fleur face à Southampton, c'était un peu le côté, moi en tant que créatif, alors je suis pas sur le terrain, moi Guardiola créatif de solutions pour que mon équipe soit performante, et ben je confronte mon joueur Cherki sur les solutions que lui est capable de trouver, mais t'es pas sur le terrain. Et en fait, il y a ce côté, bah Cherki va trouver des solutions que toi t'es pas capable de trouver, parce que t'es pas joueur. Haaland te propose des solutions depuis qu'il est là, que Guardiola n'avait pas eu depuis des années à ce poste de neuf, dans ce rôle-là, dans ce principe-là. Alors qu'Haaland, euh, c'était en plus de nouveau très très bien évoqué par Michael Cox dans son article il y a quelques semaines, qui disait mais Haaland il peut par rapport au profil des attaquants de Guardiola, il peut pas jouer sur le côté, contrairement à Gabriel Jesus, il peut pas décrocher ou être limite tu vois, un milieu de terrain en plus comme pouvait être potentiellement un Agüero ou tous les faux neufs qu'il a utilisés type Gundogan, Foden, Bernardo Silva, donc il peut pas te créer cette supériorité au milieu de terrain, il va te faire le strict minimum de haut jeu. Par moment, il va clairement être un joueur de moins dans ton jeu parce qu'il y a des moments dans les matchs où Haaland tu le vois absolument pas. Par contre, dans la surface, tu as de nouveau un tueur qui a un niveau dans la surface en fait qui est très difficile à réinterpréter pour un coach. C'est aussi ça le problème, tu vois, c'est le côté c'est ce joueur-là, c'est cette sensibilité dans la surface, c'est à moins t'as besoin de peu de connexion avec tes centreurs ou avec ton dernier passeur pour ensuite être assez confortable dans la surface pour un joueur comme Haaland. Haaland, en fait, lui fait économiser des solutions. Avant, c'était le faux neuf qui devait faire plein de trucs différents et qui devait lui proposer plein de solutions différentes dans le jeu et être dans la surface à certains, vraiment dans des zones très spécifiques et pas être stimulé par son instinct comme peut être Haaland, tu vois. Donc, tu économises pour l'entraîneur qui est Guardiola, tu économises de l'énergie. C'est Haaland qui trouve les solutions dans la surface désormais. C'est Cherki qui va trouver des solutions créatives que De Bruyne, lui, en fait, ne faisait. C'est un peu méchant, tu vois, mais souvent répéter un peu les automatismes que nous on travaillait. C'était souvent le centre à l'entrée de surface, l'appel central latéral, et je fais le centre soit en retrait, soit entre le gardien et le central, et ça marchait à chaque fois, et tu savais toujours qu'il y avait quelqu'un au deuxième poteau, et tu mettais 100 buts dans la saison, souvent avec des automatismes très répétés qui fonctionnaient très bien et qui ont inspiré de très nombreux entraîneurs. Mais ça, c'était, tu vois, moi la sensation que ça me donnait, c'était voilà que un Haaland, un Cherki, même un Reinders au milieu de terrain avec ce profil plus porté sur la transition, sur porter le ballon, sur avoir plus de touches de balle que la majorité des milieux de terrain relayeurs de Guardiola, bah t'apportes des solutions différentes et des solutions que toi tu peux pas trouver que collectivement par rapport à des dynamiques que tu peux entraîner. Moi j'ai l'impression que c'était plus ça en fait, c'était plus pour Guardiola et que maintenant Maresca pour moi, Guardiola il est rigide malgré tout dans ces entraîneurs-là, mais Arteta et Maresca sont plus rigides que lui. Et Mais que donc, la variable d'ajustement et le test pour Maresca, ça va être, tu vois, Guardiola, de tout ce qu'on a évoqué
précédemment, avec tout ce qu'on évoquait précédemment, c'était la tête pensante du sportif. C'est pas lui qui, alors il y avait Peter Stein, etc., mais c'est le projet était tourné autour de lui. Avec Maresca, ce sera pas le cas. Maresca, ce sera un membre du projet. Et là où on a peut-être voulu faciliter Guardiola sur certains points enfin, faciliter. Maresca, quand, tu vois, Haaland, quand tu penses à Haaland, c'est pas le type d'attaquant que Maresca aime. Maresca, il voulait jouer au Pedro, il voulait jouer avec des faux neufs, etc. C'est ça. Mais aujourd'hui, bah, ça va être à Maresca de trouver des solutions parce que c'est pas Haaland qui partira. Ah non. Haaland, il est là, et ce sera à Maresca de trouver des solutions et il devra composer avec. Et même si Reinders va peut-être partir, mais Cherki, ça reste aujourd'hui au milieu de terrain un joueur rare dans ton équipe, Bien dans sûr. son profil. Tu peux pas faire de Cherki. Comment dire et c'est ça, moi, ce qui Tu pourras pas le laisser à la cave pendant 6 mois parce qu'il te convient pas, bien sûr, parce que le profil ne te convient pas. et Mais tu vas je devoir pense trouver des solutions. et t'auras beaucoup plus de mal à faire de Cherki après sa saison à City, un joueur malléable dans ton idée, alors par rapport à ce que tu as fait de Palmer, qui avait plus de liberté sous Pochettino, qui fait sa meilleure saison sous Pochettino, qui marque ce but en finale de l'Euro en 2024, qui clôture un peu sa saison où il rentre en jeu, je crois, ce jour-là, et clôture un peu cette saison de sauveur, enfin presque de quasi sauveur de l'équipe d'Angleterre en finale de l'Euro 2024. Mais le truc, c'est qu'après, sous Maresca, bah, c'est un peu plus automatique, c'est un peu plus, c'est moins prévisible. Et le truc, bah, c'est que ensuite, bah, Palmer, il fait 2 saisons. La première, sous Maresca, elle est correcte, mais la deuxième, elle est quand même moins bonne, même s'il a été entraîné avec 6 mois. Mais tu sens que ça allait c'est toujours de moins en moins bien, en fait, côté Palmer, jusqu'à ne pas être convoqué pour la Coupe du Monde cette année-là. Donc et Cherki, tu pourras pas faire ce que tu as fait avec Palmer. Tu pourras pas le brider. Si tu le brides vraiment, Cherki, il va rien te donner et il va même s'énerver, je pense. Donc parce que c'est le genre de joueur qui a un côté créatif malgré tout, un vrai côté créatif dans tous les sens du terme. Et donc bah, au milieu de terrain, on reviendra un peu sur l'effectif, tu vois, mais au milieu de terrain, bah Cherki, tu peux pas le dans ce côté un peu milieu offensif et tout, tu peux pas vraiment t'en passer. Donc qu'est-ce que tu peux faire avec lui? C'est en fait, si on me demande de parier, je suis pas sûr à 100% que ça marche. Maintenant, j'ai quand même envie de voir comment bah, un entraîneur va trouver des solutions dans ces cas-là, parce que comme tu l'as dit, il y a le défi Haaland, qui est un neuf pur que Guardiola a réussi, mais ça n'a pas toujours été facile. Que un Arteta, par exemple, Arsenal n'a quasiment jamais joué avec ce genre d'attaquant-là. Tu vois, Gyökeres, finalement, bah, ne fait pas la finale de la Ligue des Champions et c'est Havertz qui joue. Tu vois, donc au final, ils reviennent tous à l'idée de neuf hybrides qui regardent plus vers leur but que vers le but adverse, en fait. Et donc, tu as le défi Cherki, le défi Haaland. Et si Enzo vient, t'as Elliot Anderson, bah, c'est des profils qui sont, enfin, qui sont classiques, tu vois, dans la compréhension de l'idée de jeu d'un Guardiola ou d'un Arteta ou d'un Maresca, tu vois. Tu fais pas, c'est pas un profil spécifique pour l'idée de Maresca. C'est des profils qui peuvent très bien marcher dans son idée. Et Enzo, ça a très bien marché malgré tout dans son idée. Ça a été un joueur qui était très compétitif à Chelsea sous Maresca. Donc, je vois pas trop pourquoi ça marcherait pas, en fait. Donc, je suis plus inquiet pour qu'est-ce qu'il va faire sur certains profils, notamment vis-à-vis de Cherki. Mais tu vois, le côté du mercato des 2-3 dernières saisons finalement fait pour Maresca, bah, je suis de ceux qui y croient pas trop, en fait. Et que c'était plus pour Guardiola et que maintenant, bah, Maresca récupère quelque chose et qui va devoir trouver des solutions par rapport à certains profils qui correspondent pas exactement à l'idée qu'il a démontré avant. Vraiment, juste pour finir, tu vois, Leicester, par exemple, je viens de revoir, hein, t'as pas de créatifs comme Cherki, même comme Palmer. T'as du Harry Winks, t'as du Desbury Hall, au milieu de terrain, t'as du NDD. Sinon, après, c'est beaucoup de Daka, enfin de Patson Daka, Mavididi sur les côtés, Fataou, tu vois, ces joueurs-là qui vont quand même, qui vont avoir un rôle un peu plus mécanique, automatique sur les côtés, beaucoup d'attaques de la profondeur parce que ça va te laisser un peu plus d'espace en championship et tout. Tu vas être enfin, tu vas avoir un côté très agressif dans la profondeur, mais des profils même comme Palmer, qui est pas le plus créatif, enfin, pas un créatif comme Cherki, t'en as pas à Leicester. C'est quand même assez automatisé, assez carré. Donc maintenant, avec un Cherki, qu'est-ce que tu fais avec? C'est une des grandes questions et j'attends de voir s'il est capable de résoudre ça. Non, mais c'est clair que les interrogations que tu as, elles font sens. Après, de toute façon, il va devoir composer avec. Je suis d'accord sur le fait que
Tu vois, peut-être que le mercato de l'année dernière n'est pas fait pour Maresca. Après, je pense qu'il est quand même fait pour un futur entraîneur. Dans le sens de, on va avoir un nouvel entraîneur qui arrivera. Peut-être qu'on est déjà en contact avec Maresca, mais si ça ne se fait pas, on doit avoir un plan B, un plan C. Et donc, il faut quand même que ces mecs-là soient dans le groupe parce que d'une manière ou d'une autre, en fait, il faut préparer le terrain pour plus tard. Et puis après, au vu du prix que t'as payé Cherki, je viens de te dire, si ça marche pas, tu le revendras plus cher et tu gagneras de Ça, l'argent. c'est la chance qu'ils ont eu Donc, par rapport à Sharky, ouais. c'est clair. Donc on verra. Après, on parle. Ça fait 1h40. Waouh. Il nous reste un peu moins de 20 minutes et on n'a même pas encore évoqué le mercato. Mais, tu vois, tout à l'heure, on parle de fin de cycle. Euh, Au-delà de Guardiola, il y a aussi eu énormément de changements au sein de l'équipe depuis maintenant un an, tu vois, que ce soit avec le départ de De Bruyne qu'on a évoqué tout à l'heure, Ederson l'été dernier. Et cette année, t'as quand même Bernardo Silva, John Stone, qui sont quand même des joueurs marquants, marqués de l'ère Guardiola. On va potentiellement avoir aussi celui de Rodri, de Rodri, là, il nous reste encore, à date d'enregistrement, encore 2 semaines avant la fin du mercato. Mais ça montre, je trouve que du côté de City, on veut vraiment marquer une rupture avec les succès du passé. Et pour donner ses chances à Maresca, on lui a ramené Elliot Anderson de Nottingham. Le club, comme on l'a évoqué, a aussi ramené des joueurs comme Semenyo, comme Gueye. Et puis là, on parle, et je pense que ça va se faire. Je vois pas pourquoi ça se ferait pas, étant donné qu'en plus Chelsea a ouvertement évoqué l'intérêt de City pour Enzo Fernandez, mais je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Je pense qu'Enzo, à la fin du mercato, sera à, à City. Ça parle aussi de Boadi. Euh, je sais pas toi, mais je trouve qu'il manque, et tu vas me dire ce que t'en penses, mais je trouve qu'il manque peut-être un joueur dans l'effectif pour être vraiment compétitif. C'est un ailier capable de jouer dans l'intérieur et qui peut aussi peut-être évoluer en tant que faux neuf quand faudra faire reposer Haaland ou si Haaland est blessé. Et pour entrer peut-être davantage encore ce que aime mettre en place Maresca. Et je me dis que Pedro Neto, ça pourrait être ce genre de joueur. Alors j'ai cru voir ce matin que Pedro Neto pouvait aussi aller en Arabie Saoudite. Mais Pedro Neto à City, je me dis que ce serait pas déconnant. Surtout qu'on était dans un moment où Chelsea quand même doit commencer à faire attention sur le plan économique. Pedro Neto, c'est pas forcément le joueur le plus important de l'effectif, et je me dis pourquoi pas le ramener à City aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, en plus, toi qui le connais bien, parce que formé dans ton club. Ouais, pour la petite histoire, Pedro Neto, je me suis levé très tôt pour son premier match à Braga lorsqu'il avait 17 ans, face au National. Il marque son premier but lors de ce premier match. J'étais pas en France à ce moment-là, et donc je me suis levé très 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 tôt pour voir ce match-là, alors qu'on est sorti de la pire saison sur les 10 dernières années à Braga. Et je te cache pas que je suis un peu déçu de l'évolution du garçon. Je m'attendais enfin, c'est bien, il joue à Chelsea et tout, il a un truc, mais je m'attendais, c'est un peu le côté, pas mécanique, mais le côté toujours dans la percussion, toujours un peu dans les mêmes mouvements d'un point de vue côté lié, percutant, qui va chercher le 1 contre 1. Je m'attendais à un volume de but un peu plus important par la suite dans sa carrière, mais il fait malgré tout une belle carrière. Mais tu vois, en termes de profil, il va peut-être faire une carrière, bon, peut-être en termes d'argent, il va peut-être faire aussi bien, hein, mais Trincão, avec l'Arabie Saoudite, il va peut-être faire aussi bien. Mais c'est vrai qu'il va pas aller chercher une saison dans un grand club comme Chelsea, comme Pedro Neto l'a fait avec Chelsea, mais le profil de Trincão me plaît plus, et je trouve qu'il a plus évolué malgré tout sur ce qu'on attendait, notamment sur sa dernière saison au Sporting, que Neto ensuite l'a fait à Chelsea. Petite parenthèse, mais je suis d'accord avec toi que c'était un ailier qu'il fallait, tu vois. Parce que, en fait, d'un côté, si tu fais pas Enzo Fernandez et tu fais pas Boadi au milieu de terrain, tu vas avoir un peu un problème au milieu de terrain, je trouve aussi. Je trouve qu'au milieu, Totalement. t'as pris Anderson, ok, c'est 30 millions, mais si Rodri Mais s'en va. si tu fais Enzo, si tu fais Enzo, parce que je pense pas que t'aies besoin de faire Boadi et Enzo. Par contre, je pense que t'as besoin de faire Enzo. Boadi, je me dis, si tu le signes et que tu prêtes encore un an au LOSC, c'est pas déconnant et ça a du sens. Parce que t'as encore Nico derrière qui, sur la saison passée, je trouve, a été quand même assez correct, plus mieux que sur les 6 premiers mois. Et je me dis, si t'arrives dans ton milieu à avoir des joueurs comme Henderson, comme Nico, comme Enzo, pas déconnant. Par contre, si t'as ça et que ça c'est acté, derrière, il te faut un ailier qui est capable de jouer un peu plus dans l'intérieur, voire en tant que faux neuf. Sur ça, je suis d'accord. Et tu vois, Body, je pense que ça rentre un peu dans ce que t'as dit sur le fait d'avoir les meilleurs jeunes, enfin, d'essayer de comme d'anticiper un peu le côté meilleur jeune que tu peux avoir. Parce que après, c'est mon avis, c'est pas parce que je porte le maillot du LOSC, hein. Je suis pas non plus, je suis pas du tout fan du LOSC. Enfin, je suis supporter du LOSC, mais c'est pour dire que Boadi, 18 ans, à cet âge-là, après, malgré tout, c'est quelques performances à la Coupe du Monde, c'est un talent,
c'est un talent rare, et que tu peux anticiper aussi dans un projet club plus à moyen terme, avec un Boady dans ton effectif par la suite, et tu vois, même le préparer. Tu vois, si tu fais Enzo Fernandez, t'aurais des Anderson, t'aurais Nico Gonzalez, t'as encore Foden, t'as encore ce genre de joueurs là. Boady, tu peux, à 18 ans, tu peux encore lui donner 2-3 ans pour que ça s'adapte à la première ligue, que ça se fasse son évolution physique un peu plus tranquillement, que d'être un joueur potentiellement titulaire dans cette équipe, ce qui serait un peu vraiment compliqué par contre pour City, je pense, directement. Mais c'est plus dans le côté anticipation moyen terme, où ça peut être intéressant. Mais à choisir pour ta saison, vaut mieux Renzo, qui connaît le coach et qui rentrera très bien dans cette idée, et qui est un joueur, bon, Dani n'est pas là, donc on peut le dire, un joueur formidable, et qui sait faire un paquet de trucs, et qui peut apporter vraiment un plus notable pas juste dans une équipe de Première Ligue, dans une équipe qui veut jouer le titre en Première Ligue, ça c'est sûr. Donc, donc ça, je suis d'accord avec toi. Et sur les côtés, Neto, c'était un peu facile aussi parce qu'il est annoncé à City, mais je pensais notamment au remplaçant de Semenyo du côté de Bournemouth, à Ryan, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui a fait une très très bonne saison. Semenyo peut jouer sur les deux côtés, lui aussi peut jouer sur les côtés, et ça rentre un peu, tu vois, déjà, t'as encore Doku, tu peux encore mettre Foden sur le côté, tu vois, donc t'as une solution. Mais c'est vrai que juste Doku, Semenyo, je trouve que c'est un peu léger, donc c'est pour ça qu'il en faut un, comme tu l'as dit, et En que sachant que t'as aussi Marmouche qui peut dépanner à droite, en contre faux neuf aussi, si voilà. besoin. Mais Marmouche sur le côté, je suis pas fan, et je trouve que si tu l'as acheté pour ça, c'est moyen, et c'est pas avoir vu tant apprécié le profil du garçon lorsqu'il était à Francfort, parce que c'est un joueur qui a vraiment de grandes qualités, mais c'est plus côté dans l'axe que sur un côté. Mais donc Ryan, parce qu'il rentrerait aussi, tu vois, dans ce côté, ailier en effet, mais ailier plus sensible, plus nuancé, capable d'aller à l'intérieur, capable de recevoir à l'intérieur, capable de combiner un peu plus facilement, pas que dans la percussion, pas que dans la recherche. Il peut être très performant, il est très performant là-dessus, hein, dans la percussion, centre et tout, ça, il a rien à dire, mais il a un peu plus de nuances, de sensibilité que certains alliés de première ligue, qu'un Madueke par exemple, qui a quand même été beaucoup utilisé pendant l'escalade par Arteta, qui se l'arrache, mais pourquoi? Parce que Madueke est le bon employé qui fait exactement ce qu'on lui dit à ce poste-là, et que un Semenyo, un Ryan, un Doku, sont des joueurs qui sont un peu plus nuancés, je trouve, qui pourraient être intéressants dans cet effectif-là. Donc côté ailier, on regarde un peu la liste après c'est pas très difficile, hein, tu regardes un peu la liste des ailiers qui vaut plus de 50 millions d'euros, parce que si tu iras pas chercher quelqu'un, surtout à ce stade du mercato, mais c'est vrai on est quand même on enregistre le 15 août, donc on est sur la fin du mercato, et que t'as quand même encore des manques dans cet effectif, tu vois, sur le milieu de terrain, Enzo n'est pas encore là, Body n'est pas encore là, sur les côtés il manque un peu de monde, donc t'as des joueurs qui vont reprendre tard à cause de la Coupe du Monde, donc sur le début de saison aussi, à voir comment ça va prendre, et est-ce que les automatismes seront là. Et j'aimerais bien revenir un petit peu sur le cas Elliot Anderson aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la valeur du joueur qui a été payé, je crois, 130 millions d'euros. En fait, la réflexion de City sur ce cas-là, c'est en fait, City s'en veut de pas avoir mis les sous sur Declan Rice il y a quelques années, parce que l'arrivée de Declan Rice a permis à Arsenal de considérablement réduire le gap avec Manchester City. L'arrivée de Declan Rice, elle a tout changé à Arsenal. Et City était sur Rice, et en fait, ils aujourd'hui se disent, si on avait pris Rice, on serait peut-être encore plus dominateur à l'échelle nationale, et on serait peut-être encore plus performant à l'échelle européenne. Et le fait de pas avoir mis les sous sur Rice, a permis à Arsenal de gagner le titre l'année dernière. Elliot Anderson, c'est un peu dans la même logique. Elliot Anderson, il était pisté par United. Quand tu vois ce que United a fait sur les 6 derniers mois avec Carrick, tu te dis hop hop hop. C'est lui, il va à Manchester United, il y a un monde où Manchester United réduit le gap avec City aussi, et peut-être que City ne finit pas deuxième, et peut-être même troisième à la fin de la saison. Et donc, ils ont préféré mettre les sous, s'assurer qu'il n'aille pas chez un rival. Et après, ça reste un bon joueur de ce que j'ai vu. Je le connais pas assez pour être honnête, mais c'est tout ce que j'ai lu. C'était la réflexion vraiment de City, c'était de se dire, il faut pas qu'on laisse en concurrence renforcée, il faut qu'on le prenne avant que la concurrence le prenne. Après, il y a un autre joueur, moi, avec lequel j'ai mis de gros doutes, mais de plus en plus, c'est Ruben Dias. Où j'arrive à un point où je me dis, je pense qu'on est à la fin je pense pas que le Ruben Dias du début de son aventure à City, on le reverra. Je pense que c'est fini.
Et j'avais lu aussi que pareil, il serait intéressé de partir. Si c'est vrai, je me dis que City devrait le laisser partir. Tu vois, je pense que pour lui, là, le meilleur moment, c'est qu'il aille au Real. Enfin, maintenant, c'est fini parce qu'il y a Konaté qui a signé et tout, mais il y avait un moment, ça parlait de lui là-bas. Je me dis, tiens, pour la suite de sa carrière, c'est très bien. Et après, en contrepartie, qui tu vas chercher si tu vas chercher un central droit? Moi, je l'ai, le central droit. Oui, oui, non, mais tu vois, par rapport à Banias, en fait, c'est plus sur le côté. Est-ce que tu veux laisser partir autant de cadres sur le même mercato, en fait? Alors, Même, tu vois, même si Ruben Dias, non, mais tu devrais pas. même si Ruben Tu Dias, il joue devrais pas tous les pas. matchs, en fait. Non, Tu non, vois, mais tu si, devrais pas. Mais est-ce que, tu sais, des fois, c'est compliqué de réenclencher un nouveau chapitre, alors que déjà, j'avais le sentiment qu'il était peut-être un peu moins impliqué sur les deux oui, dernières saisons. Mais réenclencher un chapitre avec des nouveaux joueurs, avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau directeur sportif, des fois, tu vois, c'est un peu quand t'es au travail, que toute ton équipe elle a changé, et que t'es un peu le c'est dernier. ça. Des Non, mais fois, je suis tu te dis, est-ce d'accord. que je devrais pas partir aussi? Et je me dis, Mais c'est le capitaine, tu vois, aussi, tu vois. C'est un des capitaines, tu vois, ouais, c'est un joueur qui est quand même marquant. En fait, les idées de départ, les envies de départ, on peut les comprendre. Et s'il fallait choisir entre tous les joueurs qui sont en train de faire partir, c'est peut-être Ruben Dias que tu ferais partir avant, tu vois. ouais. Mais finalement, c'est Bernardo Silva qui est parti, c'est John Stone, c'est peut-être un Rodri. Tu perds quand même un Rodri qui sort de sa Coupe du Monde, qui a ce tampon de Ballon d'Or et tout. Donc, c'est plus sur le côté, si tu laisses partir tous ces gens-là, bah, même si tous les autres peuvent être compétents, bah, dans une logique de création d'effectifs, quand t'as des Donc joueurs qui ont été tu aussi marques. impactants et qui ont cette histoire avec City, qui savent ce que c'est gagner des titres, qui ont l'expérience, tu vois. Ça reste important dans Hmm. une saison. Euh, Ils ont plus d'expérience. Tu vois, Robénia, c'est la plus d'expérience dans le côté vainqueur que Maresca. Tu vois, il sait ce que c'est de gagner. Il sait ce que c'est de gagner 4 premières ligues. Il sait ce que c'est d'être le capitaine d'une équipe donc après, oui, après, avec le temps, on peut avoir des envies différentes, mais en termes de direction sportive, faut penser à la cohérence de ton effectif. Et un Ruben Dias, bah, si tu laisses encore partir, bah, t'as perdu un peu beaucoup de figures cadres qui savent ce que c'est gagner à City sur les dernières années. Et ça, bah, après, pour recréer ça, ça peut mettre du temps. Et surtout que, bah, c'est un peu la critique qu'on va te faire, tu vois. Si tu commences à perdre un peu de matchs, tu dis, ah, mais vous avez viré un peu tous ceux qui savaient gagner des matchs, en fait. Donc, tous ceux qui avaient cette Hmm. mentalité de vainqueur. Et ça peut créer du stress autour d'effectifs, de l'anxiété. Et c'est pour ça que ça m'étonnerait pas qu'un Ruben Dias reste encore au moins une saison, ou en tout cas qu'il aurait fallu que certains joueurs restent encore une saison pour pouvoir vraiment faire cette transition complète avec un peu ce nouvel effectif et avec cette nouvelle ère, en tout cas Maresca. C'est pas impossible en fait, tu vois, d'enclencher une nouvelle ère tout en gardant deux, trois éléments qui sont là et qui savent ce que c'est d'avoir été très performant et d'avoir eu beaucoup de succès sur l'ère précédente. Tu peux faire cette transition-là. Donc, mais si tu perds Non, tout le mais t'as monde, raison. T'as raison, et il y a un facteur aussi que les jeunes pensaient, mais ils se connaissent les deux. Parce que Maresca était l'adjoint de Guardiola quand ils font le triplé. aussi. Donc, en fait, tu pars pas de zéro non plus. Je veux dire, il y a quand même une relation entre les deux. Quelle est la relation, ça, on n'en sait rien, mais cette relation, elle existe. Mais après, ouais, pour le remplacer, moi, je m'étais dit, Thomas Araujo, il se régalerait aussi là-bas. Mais après, j'ai l'impression que Thomas Araujo, il se régalerait dans beaucoup de clubs. Mais ouais, c'est très haute estime de Thomas Araujo, donc Hmm. oui, il intéresserait il est censé intéresser ce genre d'effectif, ce genre d'équipe, sur ce genre d'idée de jeu, en effet. Et ça va être la dernière question, ça nous reste 5 minutes, même pas. Et suite à tout ce qu'on a évoqué, donc même notamment tes réticences par rapport à Maresca, certains points que tu as soulevés, etc. Euh, comment tu vois la saison à venir de Manchester City? C'est moi qui dois commencer. Ah, je peux commencer si tu veux. Non, non, mais vas-y, commence, que je... Moi, je pense que ils vont reprendre le titre en Première Ligue. Pour la simple et bonne raison que quand Guardiola a enclenché sa dynamique, les fondations étaient très solides. Et pour les bouleverser, pour le concurrencer, il fallait se lever très tôt. On l'a vu, hein, il y en a très peu qui ont réussi à gagner. J'ai l'impression qu'Arsenal, je vais pas dire que c'est un one shot, mais tu sais, il y a des idées, il y a tout ça, mais t'as quand même, je veux dire, l'optimisation des coups de pied arrêtés, etc. Ça va, mais ça peut te permettre de gagner un titre, mais tu vas pas créer une dynastie sur ça. Et je me dis que Arsenal n'a pas assez construit la saison dernière pour regagner un deuxième titre. Je vois United revenir peut-être faire un top 3 encore, mais je les vois pas être jouer le titre jusqu'au bout. Et je me dis que finalement, bah, je vois City. City, même dans les pires saisons de Guardiola, finalement, a fini deuxième. Euh, je vois pas le syndrome
du coach générationnel qui part, le remplaçant qui vient et l'effondrement, parce que je pense que t'es justement dans le prolongement de l'ère Guardiola en revenant Maresca. Et je me dis que entraîneur qui connaît la première ligue, qui a été compétitif, moi je les vois reprendre le titre. Et sur la scène européenne, par contre, t'es encore trop tendre. Ouais. Ouais, c'est un bon scénario. Mais tu vois, sur Arsenal, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est que, en fait, c'est un peu dommage, en fait. Dans le sens, c'est une équipe qui est censée, avec, sur ces 3 dernières saisons, quasiment une moyenne de points absolument folle. Tu te dis, bon, ils ont enfin gagné le titre, donc ils vont perdre cette pression-là de ne plus être ce côté, de ne plus avoir ce côté loser. Mais le truc, c'est que pour atteindre ce titre, je dis pas que tu t'es travesti, mais t'as investi tellement dans des points précis, que maintenant, si tu veux, entre guillemets, tu veux repartir sur une idée un peu plus ambitieuse, comme l'avait un peu Arteta sur ses premières saisons, même sur son début même sur il y a 2-3 ans, tu vois. Bah, ça va mettre un peu de temps, en fait. Ça va pas être aussi naturel que ça parce que t'as été tellement sur le côté, détail défensif, précision défensif, quasi l'optimisation mécanisme sur les coups de pied arrêtés. T'as été tellement dans ça que je me dis, bah, sur cette saison-là, tu vas devoir, et surtout que t'as pas beaucoup recruté pour en plus changer un peu la dynamique, tu vois, un peu forcer ce changement de dynamique par par l'achat de nouveaux profils, tu vois. Christos Solis, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur qui va te révolutionner, je pense. En tout cas, c'est plus un joueur de plus dans ton effectif, intéressant. Il va pas bouleverser les statu quo. C'est pas le joueur qui va Ouais. bouleverser, tu vois. Et donc en fait, bah, voilà, va falloir que eux se réadaptent. Si je pense aussi que ça a ses limites de toujours être sur ce côté trop optimisé ces détails-là, qu'on a évoqué. Donc il va falloir un peu revenir sur certains fondamentaux en termes de jeu, et que bah ça va mettre un peu plus de temps que prévu pour une équipe qui pourtant est ultra compétitive sur les 3-4 dernières saisons. Donc ça peut laisser un championnat assez ouvert. Sur City, je sais pas s'ils sont champions, mais je pense que ça jouera le titre. Ouais. Ça jouera le titre, et je suis d'accord avec toi qu'en Europe ce sera compliqué, que ce sera pas assez. Tu repars de trop loin pour jouer le titre. Tu tombes sur un PSG, tu perds. Tu perds pas beaucoup, mais tu perds. Tu as une équipe qui est plus forte, qui a plus d'automatisme en plus sur la scène européenne que toi. Qui a pris un abonnement à toutes les finales européennes. Exactement. Il y en a qui mangent bien quand même. Hein. Oh, passe pas, crois-moi. Donc on était pas loin d'avoir ce match, avant de finir ce match, Braga PSG. T'es pas très loin. Il y avait un petit scénario. C'était à Vienne en plus le match, c'est ça? C'est à Salzbourg. Il y avait un monde. Là par contre, ouais, je serais allé à Salzbourg, ouais. En plein mois d'août. Ouais. Alors que les déplacements européens, c'est pas ça généralement en mois d'août. Ouais. Mathieu, merci Yacine, pour aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. L'invitation, t'es à la maison. Oui, bon. C'est toujours un plaisir. Non, c'était voilà, sortir un peu de sa zone de confort, de parler de championnat anglais, mais ça fait très plaisir. Ouais, c'était un bon podcast, on a passé un bon moment. C'était, j'espère en tout cas que le podcast vous plaira, mesdames et messieurs, autant qu'il nous a plu, parce que je pense moi personnellement, j'ai passé un super moment à travailler ce sujet, à discuter de ce sujet du moins. Hâte qu'on se retrouve, mine de rien, pour le prochain épisode avec notre ami Dany. Un épisode durant lequel on fera... On l'a bloqué ça ou pas? On fera nos prévisions sur la saison qui vient de démarrer au Portugal. On part sur ça. Du mois d'août, logiquement. Ça va tirer à balles réelles. Aïe, 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 aïe. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre les 5 étoiles. Et puis laissez-nous un petit commentaire à la rigueur sur comment vous voyez la saison de Manchester City, si Maresca c'est vraiment le coach idéal pour prendre la succession de Guardiola, ou si ce n'est pas le cas selon vous, qui vous auriez aimé voir sur le banc de l'Etihad. Ça peut être cool de lire ça, et puis ça peut nous permettre d'échanger tant qu'à faire. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.